Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être présents à ce 5 à 7 Clusis qui a pour objectif aujourd'hui de mettre en place et de s'interroger sur les blockchains. Que pouvons-nous en faire finalement? Est-ce que c'est un gage de confiance numérique? Le Clusis s'est posé la question et puis c'est surtout posé la question au travers de deux intervenants que nous tenons déjà à saluer, les remercier pour leur disponibilité et d'avoir accepté d'animer cet événement-là. Il s'agit de M. Emmanuel Kellner et de M. Harbert Sali, qui tous deux travaillent à l'Université de Genève, sont doctorants, et ont mis en place une stratégie qu'ils vont vous présenter et une réflexion qu'ils ont poussée ces derniers temps. Il a été relevé qu'ils avaient gagné une participation à une intervention, ils vous en parleront, et puis ils seront rejoints d'ici 17h30 par M. Eduardo Solana, qui, lui, actuellement, est encore en train de donner un cours à l'université et nous rejoint dès qu'il est prêt. Et puis, c'est lui qui sera le modérateur de l'événement et qui se donnera la peine de recruter ou plutôt de saisir vos questions que vous pouvez faire dans le chat qui paraît sur le côté de votre écran. Vous pourrez poser toutes vos questions. Je le disais précédemment, je le répète, soit les questions sont posées durant la présentation de chacun des conférenciers, soit au terme des deux conférences et seront reprises par Monsieur Solana au terme de l'événement. On se donne un peu plus d'une heure pour échanger sur ce sujet. Je tiens toujours à remercier nos sponsors qui nous permettent d'organiser ces événements et sans plus tarder, je donne la parole. Je pense que c'est Emmanuel Kellner qui commence et je lui donne très volontiers la parole. Alors à tout à l'heure et très bel événement. Merci, bonsoir à tous. J'attends juste un partage de diapositives qui ne saurait tarder. Ça devait être tout bon. Merci. Donc, merci à tous d'être présents. J'espère que cet échange nous enrichira, vous et nous, à distance et de façon distribuée. Le thème de la soirée est la blockchain, ça c'est de poulet de source. On va donc vous en parler de blockchain, mais aussi de confiance et du potentiel que les technologies de registres distribués peuvent avoir. Et aussi, on va essayer de nuancer un peu les propos, les qualités et les défauts de ces plateformes parce que rien n'est si simple. Donc, je m'appelle Emmanuel, je suis comme Harbert, doctorant à l'Institut des sciences des services informationnels du Centre universitaire d'informatique à l'Université de Genève, l'ISS du CUI de l'UNIGE. Harbert et moi sommes sous la supervision du professeur Jean Rimerin. Jean Rimerin est spécialiste en sécurité des systèmes d'information, en protection des données et plus largement tout ce qui touche à la responsabilité numérique, sans oublier la blockchain. Ce laboratoire, il nous relie donc par un intérêt commun pour ces sujets et un constat partagé. La blockchain, c'est une technologie intéressante qui est loin d'être utilisée de façon optimale actuellement. On a donc des travaux de recherche qui sont liés directement ou indirectement à la blockchain. Et on a aussi eu récemment, comme on va vous en parler, l'occasion de pousser plus loin certaines de nos idées et de les confronter avec des points de vue métiers. Donc, on va parler de blockchain. Et puis, aussi déconstruire certains stéréotypes, certains fantasmes, montrer qu'on peut maintenant parfaitement définir des domaines d'application pragmatiques, efficaces pour cette technologie, mais qu'elle doit aussi être intégrée de façon stratégique pour en assurer la pérennité. Il faut accepter, comprendre que la blockchain n'a rien de magique, que c'est fréquent d'écarter une technologie parce qu'elle n'a pas elle n'est pas assez disruptive, parce qu'il y a un coût versus bénéfice. La blockchain, elle ne va pas avoir obligatoirement un changement radical sur des processus métiers, sur des applications, sur des fonctions. Les promesses qui sont vendeuses et vides, elles font que renforcer le scepticisme existant, alors que pourtant, on peut imaginer des domaines sociétaux où les technologies blockchain peuvent apporter des changements qui sont profonds, révolutionnaires en quelque sorte. Alors, comme la blockchain est disruptive, nous, on se doit de l'être aussi également. On va opter pour une présentation commune, Harbert et moi, et on va donc s'échanger la parole parce qu'on est collègues, qu'on se connaît bien et qu'on travaille sur les mêmes sujets. À tout moment, vous pouvez poser une question dans le chat, et puis donc une question de compréhension, d'échange, et on aura le temps d'y répondre soit directement, soit dans la période prévue après.
Donc voilà un plan, je ne vais pas m'étendre, on va juste introduire les technologies, un peu leur histoire pour avoir une base commune, et puis après on présenter des exemples qui touchent nos domaines de recherche ou des projets qu'on développe. On va parler de confiance, on va aussi parler de limitation, bien sûr, enfin vous verrez. En l'occurrence, donc pour ce qui est de la confiance, et qui est une véritable base du construit social, on remarque que cette confiance souffre d'un certain nombre de dysfonctionnements. Au niveau technique d'abord, avec la multiplication donc, de brèches, mais aussi d'abus. Au niveau économique ensuite, avec une certaine opacité, mais aussi une multiplication donc, des crises, mais aussi des scandales. Et enfin, au niveau sociétal, par la défiance vis-à-vis du traitement de l'information, mais aussi et surtout vis-à-vis donc, des appareils politico-juridiques, mais aussi démocratiques de cette société. Et donc, sur la base de ce constat, il est urgent de repenser la confiance, et notamment d'envisager une confiance qui serait beaucoup plus distribuée, tandis que jusqu'à présent, on était plutôt sur une confiance centralisée et assurée par des entités tierces de confiance. À ce titre, la blockchain, elle a naturellement donc un rôle à jouer. Pour autant, ça reste une technologie qui est véritablement sujette à controverse. Alors cette controverse, en l'occurrence, elle vient d'un certain nombre de fantasmes, mais aussi donc, de peur et d'un certain scepticisme ambiant, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, et véritablement d'une incompréhension fondamentale de ce que c'est que cette technologie et ce qu'elle permet de faire. Alors, pour ce qui est, là encore, des peurs affichées et puis aussi ce scepticisme, on a bien l'exemple de Bitcoin, quelque part, qui nous le montre et qui est assez révélateur. Donc, typiquement, la fluctuation du cours, mais aussi la consommation énergétique accrue, pour ne citer que ces deux exemples-là. À cela, bien sûr, s'ajoutent les différents scandales qui ont émergé, que ce soit sur les plateformes d'exchange, mais aussi des plateformes blockchain directement. Et puis enfin, une véritable frénésie. Donc déjà en 2018 avec les ICO, hein, et aujourd'hui avec les NFT, je pense que vous en avez tous entendu parler. Alors bien sûr, à côté, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de rester optimistes quant à l'utilité et l'avenir de cette technologie. Ici, je pense notamment à une multiplication d'initiatives qui viennent aussi bien donc, des acteurs privés que des acteurs publics et qui a tendance aujourd'hui à se multiplier, mais aussi et surtout à se concrétiser. Alors, comme je le disais à l'instant, effectivement, ces différentes prises de position, qu'elles soient plutôt optimistes ou négatives, elles tiennent toutes racine sur le fait que cette technologie reste extrêmement compliquée et complexe aux yeux du grand public. En l'occurrence, on a tous entendu parler de la blockchain, mais rares sont en fait les personnes qui sont véritablement capables de nous dire qu'est-ce que c'est que cette technologie et surtout ce dont elle permet de réaliser par le biais de ses propriétés. Pour aborder le sujet un peu plus en avance, si on résume un peu l'historique, on part d'une crise, une crise de confiance, la crise financière de 2008. Donc, une crise de confiance vis-à-vis d'un système financier mondial centralisé. Comme solution, Bitcoin, qui est lancé en 2009, qui propose une monnaie, un système d'échange de valeurs qui est décentralisé. Bon, à ce moment-là, il est ignoré majoritairement, sauf par des experts issus du domaine de la cryptographie qui vont en discuter un petit peu. Quelques utilisateurs arrivent, la technologie est vraiment de niche à ce moment-là. Ethereum, en 2015, commence à intégrer l'ambitieux concept de smart contract. On va vous en parler plus tard. Aussi à noter d'ailleurs, en 2014, au CUI à Genève, notre professeur Jean-Henri Morin, avec l'équipe d'Ethereum au complet, pour un grand moment de hacking. Bon, à part les milieux de développeurs, les milieux académiques qui publient et recherchent, les médias et la société sont différents. Mais des communautés se constituent, il y a des frictions idéologiques légales sur la gouvernance, sur la valeur générée, et aussi des grands noms qui arrivent, des entreprises qui remarquent une potentielle valeur à ces systèmes et essaient de les intégrer. Notamment Corda qui forme un réseau de développement de services financiers. UBS, HSBC, ING, j'ai mis les acronymes parce que les autres noms sont rallonges, des acteurs majeurs mondiaux du monde de la finance. On a aussi la Linux Foundation qui lance Hyperledger. Donc là, on vise à avancer la collaboration pour le développement d'outils, de chaînes de blocs, de registres distribués, de plateformes, d'applications pour viser une amélioration des applicatifs et puis stabiliser des bases de code. On a aussi de nouvelles ambitions. Donc, la génération 3.0 qui commence à être revendiquée avec une première tâche qui est d'adresser les problèmes qui ont été rencontrés précédemment. Depuis, Harbert en a parlé, on a eu le boom des crypto-monnaies, les ICO, l'intérêt du public, les médias, et surtout les succès et les échecs. Les millionnaires Bitcoin, les hacks, les pertes, les vols.
Aujourd'hui, la frénésie des NFT et le métavers, mais pas que. Donc, ce qu'on vous propose, en l'occurrence, c'est d'aborder un peu la thématique de la blockchain, mais de manière très schématique, sur le plan du fonctionnement en tout cas, pas forcément de creuser sur les aspects techniques, et on pourra y revenir du reste durant la discussion qui suivra, mais vraiment l'idée, c'est de voir un peu les grandes composantes de cette technologie qui vont permettre de garantir l'immutabilité de l'information en l'occurrence. Alors, premier constat, la blockchain n'a rien de révolutionnaire et même de nouveau. En l'occurrence, une société utilisait déjà donc en 95, c'est ce qu'on illustre ici, le concept similaire à celui qui est introduit avec la blockchain, en enregistrant en fait des empreintes digitales reliées à des informations pour en assurer donc l'intégrité directement sur des journaux papier, en l'occurrence le New York Times. Aussi, ça n'a rien de nouveau sur le plan technique, pour la bonne et simple raison que les composantes finalement qui constituent une blockchain, une plateforme blockchain, sont connues aujourd'hui depuis une dizaine d'années, voire même plus. Je pense à la cryptographie, aux algorithmes de consensus, et ainsi de suite. Pour autant, c'est l'assemblage minutieux de ces composantes qui fait que cette technologie a vraiment eu un caractère disruptif et apporte quelque chose qui, jusqu'à présent, manquait. Alors, en l'occurrence, si on devait résumer la blockchain en quelques mots, on pourrait dire que ce n'est rien d'autre qu'un registre qui contient un ensemble de transactions. En l'occurrence, quand on parle de registres, on pense plutôt à des registres classiques, donc souvent des documents papier, mais aussi aujourd'hui qui sont devenus digitaux, et dont l'objectif principal est d'enregistrer un certain nombre de faits. Le problème, c'est que la gestion de tels registres, elle est globalement et généralement centralisée. En l'occurrence, c'est des entités tierces de confiance qui en assurent la gestion. Et donc la blockchain, à cet égard, apporte un véritable paradigme, en ce sens qu'elle va proposer donc un réseau au sein duquel un certain nombre de validateurs vont être déployés. Et l'objectif, c'est de permettre à chacun de ces validateurs de posséder une copie intégrale du registre. La confiance, elle est obtenue de manière automatique grâce à des algorithmes de consensus, et j'y reviendrai juste après. Alors, pour ce qui est des transactions, en l'occurrence, elles sont donc diffusées au fur et à mesure au sein du réseau. Elles sont bien sûr identifiées et identifiables de manière unique. Et enfin, elles sont horodatées. On est capable de dire quelle transaction a eu lieu à quel moment. Bien sûr, elles font l'objet de validation pour s'assurer que les informations qu'elles contiennent sont valides du point de vue du réseau. Et elles vont être intégrées au sein de ce qu'on appelle des blocs au fur et à mesure. Alors, en l'occurrence, les blocs donc, regroupent ces transactions et vont être ordonnées au fil du temps, et c'est ce qui va constituer ce qu'on appelle un registre. Alors, comment ces blocs sont validés? Tout simplement par un procédé qu'on appelle procédé de minage. Donc, l'idée, c'est que pour les plateformes publiques, par exemple, ce processus il soit incitatif. À chaque fois qu'un validateur va proposer un bloc et que celui-ci va être accepté par le réseau, il fera l'objet d'une certaine rémunération. Pour ce qui est des plateformes permissionnées ou privées, c'est-à-dire des plateformes où finalement l'intégration au réseau est sujette à certaines conditions, donc tout le monde ne peut pas forcément accéder à ce réseau, le processus, lui, ne débouchera pas sur une rémunération pour la bonne et simple raison que la confiance, en fait, va être obtenue de manière implicite. Alors, bien sûr, pour valider ces blocs, on va avoir ce qu'on appelle des algorithmes de consensus. Ces algorithmes, typiquement, vont avoir pour objectif de proposer une vue unique sur le registre qui est partagé au sein d'un réseau où les validateurs ne se connaissent pas nécessairement. Alors historiquement, Bitcoin a proposé donc le Proof of Work, qui est un algorithme qui est volontairement donc coûteux et difficile. Et l'objectif derrière, c'est d'empêcher un acteur ou un set restreint d'acteurs de miner l'ensemble du réseau si jamais ils étaient mal intentionnés. Donc c'est pour ça que l'opération est volontairement coûteuse et difficile sur le plan technique. Le problème de cet algorithme, c'est qu'il est extrêmement gourmand en énergie et que la performance est forcément extrêmement dégradée. Donc depuis, on a eu pour des plateformes publiques, typiquement, de nouveaux algorithmes qui ont été introduits et où finalement la consommation d'énergie a été réduite tout en améliorant donc la performance globale et en maintenant un niveau de sécurité acceptable. Pour ce qui est des plateformes permissionnées, donc on a plutôt des algorithmes de consensus classiques qui là encore existent depuis des dizaines d'années, qui sont bien documentés. L'objectif à chaque fois, c'est de garantir la sécurité et, je le redis, une vue unifiée sur le registre qui est partagé au sein du réseau. Alors, sur ce petit graphique, on résume très simplement et succinctement en fait, le comportement de ces différents types de plateformes.
On voit bien d'ailleurs sur la gauche ici avec les serveurs classiques que certes la performance est élevée, voire très élevée. Pour autant, donc les différentes propriétés associées à de la donnée, donc transparence, sécurité, immutabilité, pour ne citer que celle-ci, sont faibles. Tandis qu'avec justement l'incorporation de technologies blockchain, ces propriétés vont gagner en importance et vont pouvoir être préservées de manière plus fiable et plus pérenne, au détriment de la performance. À ceci près d'ailleurs qu'aujourd'hui, on a, comme Emmanuel le mentionnait, avec les récentes plateformes, de réelles améliorations qui font qu'en pratique, la performance a nettement augmenté depuis l'introduction de Bitcoin. Alors un dernier mot rapide sur les smart contracts, qui là aussi ne sont pas quelque chose de nouveau, bien au contraire. Le paradigme, en l'occurrence, a été proposé sur le plan théorique déjà en 1995. Les smart contracts ne sont rien d'autre que des programmes classiques, mais déployés directement sur la blockchain. Ils sont déployés, en l'occurrence, en soumettant une transaction sur le réseau. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va vouloir interagir avec le contrat, appeler un certain nombre de fonctions, mais aussi modifier ce contrat, on va soumettre des transactions réseau. Et bien sûr, chaque validateur va pouvoir, à partir donc des entrées proposées, vérifier que les sorties sont bien celles qui sont produites. Et donc, c'est ces différentes composantes que la blockchain utilise qui nous permet à la fin d'avoir un certain nombre de propriétés intéressantes. La transparence des données, mais aussi leur immutabilité, le caractère décentralisé, fondamentalement donc, du réseau, comme on l'a vu, le fait que les participants ont leur anonymat qui est plus ou moins préservé. Pour ce qui est des transactions, donc leur horodatage, encore une fois, pouvoir être capable de dire quand est-ce qu'une transaction a eu lieu, mais aussi la non-répudiabilité. Donc cela signifie que si un acteur est impliqué dans une transaction, il ne puisse pas nier après coup avoir participé dans le cadre de cette transaction. Et puis, alors, visiblement quelqu'un a partagé son écran. Ça arrive, hein. C'est aussi ça le caractère décentralisé même d'une présentation, chacun peut... Alors, où est-ce qu'on en était? Voilà. Équitable aussi. Tout à fait. Donc, je disais pour ce qui était des transactions, l'horodatage et la non-répudiation, et puis enfin, le caractère unanime qui là est garanti donc avec les algorithmes de consensus et qui permettent d'avoir cette vue unifiée sur ce qui se passe au sein du réseau, et le caractère programmable via les smart contracts. Alors, bon, ces propriétés intrinsèques qu'on voit, elles définissent la blockchain comme quelque chose qui arrive à point nommé pour aider à redéfinir la responsabilité numérique. Déjà, avant de la redéfinir, on peut la définir. La responsabilité numérique, c'est intégrer des notions d'éthique des échanges, d'équité entre acteurs dans les transactions, dans les applicatifs, dans les services d'information. Aussi considérer la responsabilité du numérique vis-à-vis d'autres sujets, l'environnement, les sujets de droits humains et les droits numériques. On parle de droit à la vie privée, droit sur ces données, des technologies et services d'information qui sont responsables et durables et qui bénéficient à tous sans créer de déséquilibres économiques ou sociétaux. Ces questions, elles concernent maintenant de très très nombreux domaines et il y a une forte tendance à aller vers de plus en plus de responsabilités. Ces notions, elles sont importantes, qu'on soit une entreprise, un gouvernement, un citoyen, un particulier, ou toute forme d'organisation, du moment qu'on est sujet, on traite des informations. Donc, ça concerne absolument tout en 2021. On va maintenant prendre quelques exemples un peu qui exposent comment la blockchain, ces technologies, la blockchain c'est un terme utilisé pour nous un peu générique, comment elles peuvent jouer un rôle dans ces processus de transformation. Le premier sujet, il implique plutôt la collaboration de données, par exemple pour le bien commun et la gouvernance de ces données partagées. Ensuite, on va parler de Chain Trust, qui aborde la confiance par son aspect sociétal et démocratique sur la qualité de l'information et les fake news. Et puis enfin, Track and Trace, qui illustre l'aspect organisation sur des données, des questions de validation, de traçabilité de données métiers. Alors, pour commencer, la gouvernance, c'est la manière de prendre des décisions. Pour prendre des décisions, un gouvernement, par exemple une entreprise, il s'informe. Alors, normalement, ça donne à peu près ça. Grâce à des données, on peut résoudre tous les problèmes sociétaux, économiques, politiques. Toutes les questions d'allocation de ressources, d'accès à l'information.
On le voit, hein, si on avait plus de données sur notre alimentation, on pourrait prédire des maladies. Si on avait plus de données sur la ville, on polluerait moins. Tout le monde collecte des données, les chercheurs, les gouvernements, l'industrie, les citoyens eux-mêmes. Un futur est bâti sur les promesses de la collecte et du partage de ces données. En vrai, les données, c'est bien si elles sont utilisables. Ça passe par plusieurs étapes. Ces étapes, elles comprennent chacune beaucoup de risques. Il y a la collecte et ses méthodes, la viabilité, donc la qualité intrinsèque des données collectées, l'étiquetage, les métadonnées. Si on ne sait pas ce qu'on a, on ne peut pas appliquer d'algorithme. On a le stockage qui coûte aussi, qui est risqué pour d'autres raisons dont on va parler. Les biais, la fiabilité des algorithmes et le droit en général. D'ailleurs, le droit avec la RGPD d'abord, mais aussi par la suite. Là, on a ces mots, Modern Privacy Regulations, 65% of the world population in 2023. Ça, c'est cette citation qu'on voit en bas à gauche, c'est comment redéfinir le modèle économique des données en 3 hashtags. Et ça fait forcément peur, parce que les utilisateurs de services d'information sont mieux informés, les violations deviennent très coûteuses, très risquées, et même sans parler de violations, les droits impliqués par la RGPD, le droit d'accès aux données que les entreprises possèdent sur des sujets. Entendu, en Suisse, que réclamer à son opérateur mobile l'intégralité des données à son propos peut lui coûter jusqu'à 2500 francs. Alors ça, c'est un bruit de conférence en 2019, mais ça donne une échelle un peu de l'impact sur les processus métiers liés aux données. Donc, les données, c'est risqué, mais on en a besoin. Sur les entreprises, les gouvernements, les citoyens, les chercheurs, ça fait partie de notre activité. Alors d'ailleurs, en recherche, la tendance, elle va à la publication ouverte. On parle de sciences ouvertes, reproductibles. On doit publier des articles, mais aussi des jeux de données qui permettent donc d'avoir une démarche scientifique plus reproductible. Ça permet plus de transparence, mais c'est aussi parce que les données, elles sont récoltées souvent grâce à des financements qui sont publics, académiques. On revient vers une idée de bien commun pour plus de durabilité. Et la science ouverte, elle part de données qui sont faires, ça veut dire faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Donc, il faut bien les décrire, ces données, les indexer les descriptions de ces données, stipuler des conditions d'accès, des licences. C'est pas juste les mettre sur un stockage en ligne, un drive, mais plutôt les mettre dans une bibliothèque et de montrer à quel moment d'autres acteurs pourront les réutiliser, dans quel but. Donc, la science, elle fonctionne par le partage, le commun des connaissances, le commun de données. Il y a d'autres domaines et défis, d'autres tendances actuelles qui tendent à fonctionner de façon identique. Ces domaines, ils essayent de briser des silos de données, techniquement. On a, par exemple, en observation environnementale, on a des groupes de citoyens, sciences citoyennes qui collectent des données sur l'environnement, la pollution de l'air, par exemple, pour améliorer les villes. Des ONG qui récoltent des témoignages sur des violations de droits humains liées aux matières premières, par exemple, au minage ou à l'agriculture. On a aussi des entreprises de téléphonie qui peuvent, par exemple, aider un gouvernement à savoir dans quelle région les personnes ont fui suite à une catastrophe naturelle ou être présents sur les lieux. Donc, les données, elles ont une utilité collectées par des tiers, elles ont une utilité difficilement estimable. Elles sont essentielles à beaucoup d'activités, mais leur utilisation, leur partage, elles demandent des garanties qui sont actuellement très dures à satisfaire. Par exemple, les citoyens, pour proposer leurs données, des données qui peuvent impliquer leur position en temps réel, par exemple, avec une anonymisation qui est impossible, ils ne veulent pas jamais que les données elles puissent être utilisées pour un autre but, évaluer leurs habitudes, leur santé, que juste ce qu'ils veulent montrer soit évalué, par exemple, la pollution de leur ville. L'ONG, elle ne peut pas décrire la situation complètement sans exposer sa source, forcément l'exposer à de violences conséquences. L'entreprise qui accepterait de partager ces données, elle voudrait être sûre qu'elles ne soient pas redistribuées vers ses concurrents. Elles soient pas utilisées pour d'autres buts. Donc là, en fait, on se rend compte de l'importance d'assurer des choses. C'est qu'est-ce qu'il faut assurer pour permettre des collectes et des échanges de données qui soient bénéfiques et responsables. Donc, préserver la sécurité de l'information et plus généralement la qualité de la donnée. Certains États considèrent les données comme un bien commun, tout ce qui peut être collecté. C'est un bien commun qui est actionnable à volonté. Mais on peut aussi imaginer une gouvernance qui est décentralisée, qui garantit la confiance par des processus qui sont transparents et maîtrisés. Et aussi par un stockage des données qui est effectué au plus près de la source, qui garantit une maîtrise.
Alors, en exemple d'application à blockchain pour ces questions de gouvernance de données et de sécurité d'information, on a l'Estonie. Elle nous en donne plusieurs, un notable. Elle utilise des fonctions cryptographiques et du chaînage de signatures pour garantir l'intégralité de ces données. Donc, on a une blockchain qui s'appelle KSI, c'est une infrastructure de signature sans clé et elle permet de démontrer la date, l'intégrité et la source d'une information. Ça permet de détecter tout changement donc, dans les documents qui sont signés. Ça a un impact évident sur la corruption parce que les documents ils sont immutables. Ça permet aussi aux citoyens d'avoir une observation directe de l'implication de différents acteurs politiques. Ça augmente effectivement la confiance envers le gouvernement. Sinon, il y a aussi des marchés de données qui peuvent être constitués, qui assurent une relation symétrique entre sources et consommateurs de données. Là, on a un exemple de la docteure Sabrina Ossé qui décrit un marché de données qui inclut un conservateur. Ce conservateur, à chaque fois qu'une source de données et un consommateur de données se mettent d'accord pour un partage, sous quelles conditions, quels droits, quelle durée, quels moyens, quelles données, ces accords entre les parties, ils sont signés et ces accords et les signatures, elles sont stockées de façon immutable. Aucune des parties ne peut nier avoir signé et avoir validé cet accord. On a des traces sur chacun d'entre eux. On voit l'utilité de propriété intrinsèque. On a immutable, on a des consensus et distribués. Chacun a sa copie signable, c'est vérifiable au besoin. Si on va plus en avant dans le processus de données et de partage, on peut aussi montrer l'existence, grâce à des systèmes blockchain, et la stabilité d'une donnée. On peut prendre la signature d'un jeu de données, la mettre sur un registre et la rendre vérifiable sans en publier le contenu. Donc on sépare l'accès physique de l'accès logique. Les technologies de registre distribuées peuvent être aussi activées par des contrats intelligents, comme on l'a dit avant. Ça permet d'avoir des processus d'autorisation, par exemple, qui sont automatiques et qui sont immutables. On a aussi des services, donc ça nous mène à des idées en fait qui sont accumulées. On peut imaginer un futur avec des services d'échange de données qui permettent de lier des utilisateurs de données à une source par un canal chiffré, de garantir les données, leur accès, leur utilisation par leurs traces, et aussi de bâtir des services qui sont basés sur une logique qui est garantie par des contrats intelligents. On peut voir des embryons de plateformes qui permettent de travailler sur ces données sans que leur source en perde la maîtrise. Ce qui est important là-dedans, c'est le système de confiance. Si on l'illustre un peu de façon comme ça, verticale, on voit qu'on a une sécurité des technologies d'information et après, on a des technologies de sécurité et d'intégration des données elles-mêmes. La blockchain, elle a des caractéristiques qui permettent de combler des besoins qui sont non triviaux, en fait. Par contre, il faut se rendre compte que le reste du système compte énormément aussi. Donc la structure, son architecture et la stratégie globale. Donc, le deuxième cas d'étude aussi qu'on souhaitait aborder ce soir, c'est celui de la curation de données et de la distribution de la vérification de contenu, parce qu'au-delà de la gouvernance, c'est effectivement comment la donnée peut être utilisée et de quelle manière, en conjugaison avec ce que la blockchain permet. Alors, en l'occurrence, c'est un sujet, bien sûr, qu'on aborde souvent avec Emmanuel, notamment dans le cadre de nos activités de recherche. Et un hackathon, en fait, avait été proposé récemment, donc fin octobre de cette année. Donc, nous avons saisi, en fait, l'opportunité pour explorer un peu plus le sujet de manière pratique. Donc, si on commence par la fin, notre travail a été récompensé, aussi bien pour la réponse aux défis proposés que pour l'utilisation des technologies qu'on a mises en avant, ce qui est, somme toute, toujours sympathique. Pour autant, ce qui est encore mieux ici, c'est d'avoir pu véritablement challenger nos idées. Challenger nos idées, notamment avec un scénario qui était véritablement concret et surtout qui était proposé donc aussi bien par des acteurs directement ici du monde des médias de l'information en l'occurrence, et d'autre part des acteurs issus de l'écosystème blockchain. Alors, à l'origine de ce projet, toujours la même problématique, à savoir celle de la confiance. En l'occurrence, pour le traitement de l'information, on voit qu'on a une véritable défiance qui s'est créée. Cette défiance, elle n'est pas récente et surtout, elle s'observe un peu partout dans le monde. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle est réellement inquiétante. Alors, deux grandes raisons, en tout cas sur ces dernières années, font que cette crise est durable et a débouché sur un certain nombre de scandales. Donc, d'abord, une certaine polarisation des opinions, voire même une instrumentalisation parfois.
Et donc, en l'occurrence, on peut prendre un exemple très intéressant et très récent, à savoir celui de la pandémie de Covid-19, qui a eu ceci d'intéressant que ce sujet véritablement a d'une part mis en lumière donc, le phénomène, en tout cas auprès du grand public, mais surtout l'a accentué de manière dramatique. Alors, l'autre constat porte sur la technologie elle-même. En l'occurrence, on pouvait s'attendre raisonnablement à ce que cette technologie nous permette d'adresser tous ces problèmes et cette défiance généralisée vis-à-vis du traitement de l'information, alors que finalement, c'est plutôt le contraire qui tend à être mis en avant. La technologie est plutôt un catalyseur de ces problèmes et va venir les amplifier. On peut penser notamment aux réseaux sociaux, aux fake news et ce genre de choses, pour ne citer que ces exemples-là. Alors, d'autres constats portent aussi sur l'information et sa consommation en tant que telle, aussi. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, l'information, elle doit vraiment être prête à être consommée. L'accès, on considère qu'il doit être instantané, notamment parce que la technologie semble le permettre. L'audience, elle est plus ciblée et les plateformes se multiplient. Ce qui, contre-intuitivement, en l'occurrence, va permettre à certains acteurs de regrouper l'activité économique. Et puis, pour finir, on a des changements de modèle qui vont directement évoquer ce qu'on appelle une crise de revenus et de l'activité même du journalisme. Si bien qu'aujourd'hui, on peut même se demander finalement si l'activité de journaliste n'est pas profondément remise en cause, voire même peut-être en train de disparaître, en tout cas sous sa forme actuelle. Alors, cette crise de qualité, cette défiance généralité, quelque part, ça crée une sorte de cercle vicieux. Et donc, pour pouvoir en sortir, il faut véritablement repenser l'information. Donc, quand on parle de repenser l'information, en l'occurrence, c'est la collection de celle-ci, son édition, sa publication et bien sûr sa valorisation. Alors bon, en discutant entre nous avec des experts, on comprend que pour repenser l'information de façon à éviter ces accusations de manipulation, ces impacts en confiance, il faut se focaliser d'abord sur la curation. Il faut garantir l'immutabilité et la transparence. Donc, c'est des propriétés de confiance distribuées. Il faut aussi pouvoir inciter des contributions qui ajoutent la valeur aux publications. Et les mettre en avant par rapport à celles qui proposent des informations qui sont pas validées et qui sont qui sont d'origine douteuse. Donc, on a un écosystème qui est assez complexe et simple en même temps. On a des journalistes, des organismes qui éditent et publient des articles. Et on a aussi, de l'autre côté, des contributeurs, experts ou non, d'ailleurs, qui sont dans une logique d'interaction par la production d'informations, que ce soit sous forme d'articles ou sous forme de commentaires. D'autres acteurs seront garants d'expertise, proposent des services autour de ces informations. Ce qu'on propose, nous, en bref, c'est de permettre à un contributeur anonyme d'associer à son apport, commentaire par exemple, une preuve de son expertise. Ça lui permet d'être mieux écouté, ça lui permet d'être reconnu et potentiellement rétribué pour cette forme de travail, si jugé utile. On lit dans des slogans de journaux que le vrai article commence dans les commentaires. Bon, on voit qu'il y a un vrai attrait pour ce type d'information. Ce qu'on propose, c'est d'avoir un système qui autorise les éditeurs à choisir comment afficher, chaîner et publier ces informations qui s'ajoutent aux articles. Ça leur permet de sourcer des informations de qualité, de mieux gérer les contributions, articles et commentaires, selon leurs sources. Ça permet aussi un système plus durable qui redistribue la valeur qui est générée par ces contributions, ce qui est plutôt important dans des dynamiques de remise en question de valeur et de coût d'accès à l'information. Du côté des auteurs qui apportent donc, non, je laisse revenir en arrière, qui sont qualifiés par leur expertise ou leur rôle, on devrait aussi avoir une authentification de ces acteurs qui serait fournie par des garants d'identité. Eux-mêmes, ils peuvent être décentralisés. Mais le but, c'est de bénéficier de propriétés intrinsèques de la blockchain, de non-répudiation et d'immutabilité. Ce que notre système il vise à mettre en place, à permettre, c'est la création d'un chaînage d'informations. Des commentaires, des sources à la suite d'un article. Ça crée une nouvelle information qui est collaborative et distribuée. Et dont la curation, elle va être garantie par des spécialistes du domaine, qui sont les éditeurs et les experts. Pour fournir ces services, on met en relation ces acteurs à travers un écosystème, avec notamment une organisation de la gestion du réseau qui intègre tous les participants, des technologies, que ce soit de la blockchain ou par exemple IPFS, des systèmes de fichiers de stockage d'informations distribués, qui sont des points de liaison, et aussi des prestataires de services qui ont un accès indirect à la plateforme.
Plus techniquement, ce qu'on a défini et créé, réalisé dans le hackathon, c'était une proof of concept qui est basique, mais qui illustre bien la faisabilité technique de la solution. Pour résumer, si on parle d'une information, d'un article ou d'un commentaire, tout contributeur peut, pour contribuer au débat, obtenir un ou plusieurs identifiants qui représentent ses expertises. Ça peut être médecin en Suisse ou à Genève ou HUG, aux urgences des HUG, aux responsables de santé globale, experts blockchain. On peut en avoir plusieurs. Le but, c'est de se qualifier de la façon la plus pertinente pour proposer une information. On peut, quand on publie quelque chose, décider d'enregistrer et de signer ces informations, que ce soit adressé au grand public ou spécialisé, sur un stockage quelconque qui permet donc de gérer ces identifiants uniques. On a, par exemple, comme on l'a dit, des systèmes de fichiers distribués tels qu'IPFS, voire Filecoin. Ces systèmes ils peuvent garantir une distribution des contributions, des articles, des commentaires, de l'information, et aussi une stabilité de la donnée. De l'autre côté, on a des contrats qui vont gérer, donc des smart contracts qui vont gérer les métadonnées qui sont associées à ces informations, leur signature numérique, leur horodatage, c'est un peu leur propriété, et puis l'endroit où les trouver. Ces contrats qui gèrent ces informations, ils sont auditables, ils sont ouverts. Ça minimise l'exposition des données et ça permet d'avoir un système qui est transparent. Les contrats d'un côté et les identifiants uniques qui permettent de référencer des informations lors d'une publication. Ça permet de créer un écosystème. Les commentaires ils peuvent être chaînés à travers plusieurs plateformes et affichés ou non et curés selon leur identifiant. Le système il permet de mettre en place aussi une incitation financière selon des critères transparents, par exemple le niveau d'expertise, le détail, les sources citées, la rapidité de réponse. On peut définir par du code la valeur d'une contribution si ça c'est souhaitable. C'est assez intéressant donc, pour un système d'écosystème de données pour répondre aux problématiques dont on a pris conscience. Hormis le statut de proof of concept, on n'adresse de loin pas la totalité par ce travail des limitations, des complexités potentielles. Bon, on en liste déjà un bon nombre. Il y a des obstacles qui sont des limitations qui sont techniques, sociétales. Par exemple, qui va valider une expertise? Qui va l'invalider? Pour quelles raisons on peut invalider une expertise? Comment garantir la sécurité de ces procédés? Est-ce qu'ils doivent être chaînés ou non? Comment gérer l'immutabilité des informations qui sont stockées et diffusées et l'incompatibilité de cette immutabilité avec la législation sur la vie privée et la protection des données? D'autres questions d'ordre économique. Comment comment développer un modèle financier durable autour de ça? Qui va payer pour le stockage des informations, pour leur création? Aussi, qui va payer pour la lecture? Est-ce qu'on paye à la lecture des articles? Comment le flux de valeur, comment la valeur est créée et comment la valeur est redistribuée? Donc, il y a des problèmes qui sont d'autres, mais les problèmes sont pas seulement techniques. C'est très important de le remarquer dans des projets qui impliquent la blockchain. Sinon, bon, la question principale, c'est est-ce que c'est un projet réellement intéressant? On a des limitations de format parce que c'est un challenge externe, parce qu'on a avec quelques heures pour obtenir une proof of concept fonctionnelle. Voilà. Pour nous, c'est clairement un projet intéressant par son expérience. Et puis, pour d'autres, pour des partenaires, des gens du domaine, ça l'est aussi parce que on a été récompensé, comme on l'a dit, mais surtout parce qu'en discutant avec eux, des gens impliqués, ciblés par ces problématiques, on a senti un réel intérêt. Donc, on constate vraiment que la blockchain permet d'imaginer de nouveaux systèmes d'information qui interfacent directement avec des parties prenantes et définissent le code de ces interactions, ce qui est très important. Ces codes, par contre, ils ne sont pas neutres. Ils doivent être réfléchis et notamment quand les applications elles sont critiques. Quand on parle de démocratie, quand on parle d'information publique. D'ailleurs, si on applique à ces codes à d'autres applications en risque, par exemple l'audit et le contrôle, ce sont des bons exemples. Là, c'est Herbert qui va nous en parler, je pense. Donc effectivement, en l'occurrence, tu parlais de système d'information, donc système d'information plutôt organisationnel aussi. On peut notamment envisager donc une intégration qui pourrait directement être bénéfique pour les organisations et leurs activités, et c'est d'ailleurs le dernier cas d'étude. En l'occurrence, on a voulu s'intéresser au domaine de l'audit et du contrôle. Pourquoi? Parce que par essence, en fait, ces activités sont directement liées aux problématiques de confiance et de transparence de l'information. Pourtant, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de scandales ont eu lieu ces dernières années et ces scandales ont véritablement terni l'image de ce domaine d'activité.
D'autant plus que ces scandales, parfois, ils ont montré soit une inaction, voire même une défaillance qui allait jusqu'au niveau donc, des régulateurs, mais aussi de représentations étatiques. Et ça a débouché parfois sur des crises financières, monétaires et ce genre de choses. Alors, pour répondre à ces scandales, bien sûr, on a, au cours des dernières années, une réglementation qui s'est vraiment accrue et qui s'est renforcée. Donc, AML, Know Your Customer, qui, bon, somme toute, existe depuis un certain moment pour les banques. On a SOX pour les organisations de manière plus générale, et ainsi de suite, pour n'en citer que quelques-unes ici. Et du coup, forcément, ça a pour conséquence que ces activités d'audit et de contrôle représentent aujourd'hui pour les entreprises des coûts extrêmement importants. À côté, un autre constat qui doit être fait, c'est que les processus organisationnels tels qu'on les connaît sont très souvent mal documentés. D'ailleurs, parfois, ils ne le sont pas du tout. Les opérations, elles, qui sont réalisées dans le cadre de ces processus, sont soit redondantes, parfois elles sont bloquantes, et tout cela simplement parce qu'on manque parfois de visibilité. Aussi parce qu'on assiste à une véritable complexification de ces opérations. En l'occurrence, cette complexification, et c'est ce qu'on dit ici, elle a deux sources principales. Une évolution, on va dire, de comment est envisagée l'économie, comment les organisations interagissent, que ce soit avec des clients, mais aussi des partenaires et des compétiteurs. Et puis, d'autre part, c'est bousculé par la technologie elle-même, puisque la technologie va permettre un certain nombre d'avancées, mais aussi va introduire de nouveaux risques. En l'occurrence, ces risques peuvent avoir de véritables conséquences sur les organisations, et d'où les scandales dont on parlait précédemment. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a véritablement besoin d'un environnement de contrôle qui soit robuste. Alors, deux constats s'imposent. En l'occurrence, pour ce qui est des métiers de l'audit et du contrôle, il est indéniable qu'ils vont être la cible d'une profonde réorganisation dans les années à venir, notamment du fait de l'évolution de la technologie et de ce que celle-ci permet. D'autre part, la gouvernance, la gestion de risque, donc la conformité, donc tout ce qui compose le GRC, vont là aussi être amenés à évoluer pour intégrer justement ces nouvelles dynamiques. Et donc c'est sur la base de ces différents constats que nous avons proposé en fait en 2018 un véritable projet de recherche financé par le Fonds national suisse en partenariat avec la Haute École de Gestion et dont l'objectif fondamentalement était de voir quel impact la blockchain pouvait avoir sur ces métiers de l'audit et du contrôle et de quelle façon. Alors, en l'occurrence, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici, on pourra en revenir peut-être durant la discussion. On a voulu développer un véritable cadre conceptuel qui, en fait, permettait de proposer aux entreprises le développement de services à valeur ajoutée, et que ce soit donc pour le domaine de l'audit et du contrôle, mais aussi peut-être de manière plus générale, et qui s'appuierait directement sur les propriétés que la blockchain a à offrir. Alors, en l'occurrence, l'un de ces services que nous avons souhaité développer, est ce qu'on appelle track and trace, pour le suivi en fait des opérations en interne, mais aussi de l'exécution des contrôles au sein de ces processus. Donc on a un certain nombre de ressources qui sont manipulées par ce service, et puis des contrôleurs qui permettent notamment de modéliser les processus, mais aussi du coup d'assurer le suivi, donc l'intégrité de ces processus embarqués, mais aussi la vérification de ces conditions et ces contrôles. L'idée, c'est d'avoir 3 niveaux de déploiement. Donc le premier niveau de déploiement, typiquement, va être assez restreint. On le verra juste après, mais tandis que les deux autres seront un peu plus conséquents et plus élaborés. En l'occurrence, ces 3 niveaux vont répondre à des besoins qui sont différents, mais aussi tiennent compte des coûts d'implémentation que ça peut avoir pour les entreprises. Toutes les entreprises, selon leur profil, leur niveau d'acceptance, la régulation et ainsi de suite, font qu'on ne va pas pouvoir forcément intégrer la blockchain de la même façon et à la même vitesse, en l'occurrence. Donc le premier niveau, c'est ce que je disais à l'instant, va être somme toute basique. L'objectif de la plateforme ici, c'est de pouvoir permettre aux organisations d'enregistrer donc les informations. Ici, on n'a pas forcément une vue sur ces informations, ça peut être des résultats d'exécution de tâches ou même de contrôle, directement auprès d'un dépositaire de données. Ça peut être un stockage interne, externe, en fonction de plein de requirements spécifiques. Et puis à côté, d'embarquer l'ensemble de ces données, de calculer une signature numérique, cette fameuse empreinte numérique, et de l'embarquer sur une transaction directement enregistrée sur une blockchain. Cela va permettre, in fine, aux auditeurs, qu'ils soient internes mais aussi externes, de pouvoir récupérer ces données, bien sûr, travailler dessus, mais surtout de s'assurer de leur caractère immutable, s'assurer que depuis leur enregistrement, on n'a eu aucune modification sur ces données. Le deuxième niveau de déploiement, ici, va avoir une
une vue un peu plus importante sur ce qui se passe au niveau des processus et donc des contrôles. C'est d'ailleurs la raison d'être de ce service. En l'occurrence, on va pouvoir permettre, comme je le disais, aux organisations de soumettre les différents processus pour lesquels un suivi est nécessaire, donc les modéliser, renseigner les différentes tâches qui sont exécutées, les différents contrôles aussi, associer les conditions qu'on est amené à vérifier. Et l'idée, c'est qu'au fur et à mesure d'un progrès qui est réalisé au sein de ces processus, la plateforme va être appelée et va avoir la charge donc, de vérifier notamment l'intégrité du processus, s'assurer qu'on est au bon endroit, qu'on n'exécute pas une tâche qui ne devrait pas l'être, typiquement, et pour faire simple, et vérifier ses conditions. Donc des conditions qui peuvent être attachées par exemple à un contrôle. On peut penser à typiquement un contrôle qui vérifie un paiement, le montant par rapport à une somme limite, mais aussi la signature de celui qui valide et ainsi de suite. Alors bien sûr, pour ce deuxième niveau, et ce sera aussi le cas pour le troisième, l'idée c'est d'avoir toujours l'enregistrement des données en entrée, typiquement les données pour le contrôle exécuté, les résultats de validation fournis directement par la plateforme, et puis des informations contextuelles. Quel est le processus, quelle est l'instance qui est en train d'être exécutée, ainsi de suite. Tout ça va être enregistré. On aura une transaction soumise sur la blockchain à des fins d'immutabilité, mais aussi parfois de transparence. Pour ce qui est du troisième niveau, on envisage typiquement d'avoir une intégration un peu plus active, on va dire, des plateformes blockchain. Et donc, en l'occurrence, l'idée, c'est de pouvoir gérer le suivi de l'intégrité donc des processus, mais aussi des validations de conditions associées à des contrôles directement sur la blockchain, en tout cas lorsque c'est possible. C'est-à-dire avoir des smart contracts qui vont gérer les métadonnées seulement, pas forcément l'ensemble des informations, mais tout ce qui est nécessaire pour ce suivi d'intégrité, et pareil pour la vérification des conditions. Les smart contracts, notamment, vont aussi pouvoir être utilisés sous forme de templates, qui vont pouvoir être instanciés par les entreprises elles-mêmes. Et en l'occurrence, l'idée, c'est de proposer des contrats qui vont répondre à des besoins où la blockchain va clairement apporter une plus-value. On peut prendre un exemple très simple, mais si on prend un processus de couponing, par exemple, aujourd'hui, l'enjeu, c'est-à-dire des entreprises qui fournissent des coupons qui peuvent être utilisables par leurs clients, un des gros enjeux auxquels font face, et c'est vraiment des risques qui existent pour en avoir discuté avec des acteurs du milieu, typiquement s'assurer qu'un coupon n'est pas utilisé deux fois, donc le problème de double dépense, ainsi de suite. Et ça, c'est des problèmes que la blockchain sait résoudre parfaitement. Donc là, on pourrait très bien l'imaginer, typiquement sous forme de template, un contrat qui va gérer tout ce qui est consommation des coupons, de sorte, en fait, de proposer une vue unifiée sur l'état de ces coupons entre tous les acteurs, que ce soit l'entreprise qui émet ces coupons et les différents providers qui vont permettre de consommer ces coupons pour les clients de l'entreprise. Alors, ces deux derniers niveaux, en l'occurrence, vont avoir une réelle utilité pour les auditeurs. Pourquoi? Parce que, moyennant une intégration initiale et une vérification, donc d'une part de la plateforme, de son comportement, mais aussi des processus qui sont enregistrés sur celle-ci, alors l'auditeur va pouvoir typiquement avoir l'assurance que les différents résultats qui sont produits, que ce soit une validation d'un contrôle ou des erreurs, reflètent bien en fait une situation telle qu'elle a été effectuée et rencontrée au sein des entreprises. Notamment, en cas d'erreur ou alors de déviation observée, on va pouvoir aussi alerter ces auditeurs de manière beaucoup plus réactive. Et donc, par rapport à ce projet, actuellement, on a développé un véritable proof of concept, là, qui est en voie d'être finalisé et qui devrait être évalué donc, à moyen terme. L'objectif étant de faire ça soit en conditions réelles, directement avec un véritable processus, ou dans un scénario simulé, avec un partenaire, donc typiquement une organisation. L'objectif derrière du projet, c'est vraiment de tendre ce que je disais sur ce fameux Near Real-Time Audit, vraiment avoir un audit beaucoup plus réactif. Il y a des mécanismes de monitoring, de notification et ainsi de suite. Et puis une réingénierie des processus organisationnels. Penser à une refonte de ces processus en tenant compte de l'intégration de la blockchain et de ce qu'elle permet. Donc lever des points de blocage, éviter des redondances quand ce n'est pas nécessaire et ainsi de suite. Donc, d'après des retours qu'on a eus, notamment d'auditeurs internes et externes, les résultats sont plutôt encourageants dans leur globalité. Pour autant, pour que ce genre de projet fasse sens en entreprise, il est véritablement important d'assurer donc une stabilité et aussi l'abstraction de la technologie. Sinon, on ne va pas pouvoir répondre à des enjeux et des besoins qui sont propres à ces entreprises. Ça peut venir donc de la régulation, des policies internes, des règles de politique d'accès et ainsi de suite de gestion de données liées à ces entreprises et aussi au système d'information existant de ces entreprises en l'occurrence. Donc pour cette abstraction, nous ce qu'on propose, c'est d'une part un modèle conceptuel qui est unifié
et sur les différentes composantes de la blockchain. En l'occurrence, plutôt les composantes qui sont susceptibles d'être exposées aux utilisateurs. On peut penser aux transactions et aux smart contracts, typiquement. L'idée, c'est que derrière, on va développer de manière transparente des connecteurs qui vont faire la traduction entre ce modèle conceptuel unifié et puis, d'autre part, les façons d'intégrer et d'implémenter les différents mécanismes, donc soumettre une transaction, appeler un smart contract, et ainsi de suite, de manière donc, automatique et transparente. Cela va aussi nous permettre de développer donc, un sélecteur de plateforme où là, l'idée, ça va être de pouvoir soumettre des règles de sélection, des règles qui peuvent être techniques, typiquement un besoin de performance accrue, ou au contraire un peu plus orienté métier. Et là, on peut penser par exemple à des niveaux de confidentialité élevés, ou au contraire une transparence à assurer coûte que coûte pour l'enregistrement de certaines informations donc sur la blockchain. Et basé sur ces règles de sélection, le sélecteur va en fait avoir la charge de directement sélectionner la meilleure plateforme susceptible d'être utilisée dans ce contexte. L'idée, c'est que derrière, avec cette couche d'abstraction, on va véritablement minimiser les impacts que peut avoir une évolution au sein de l'écosystème blockchain. En l'occurrence, cet écosystème, il reste très immature, il est très changeant. On a des nouvelles plateformes qui sont ajoutées chaque jour et il faut vraiment faire en sorte que tout ce qui est construit par-dessus, je pense notamment aux services, métiers, n'ait pas à être modifié, ou alors même le système d'information d'une entreprise n'ait pas à être modifié pour tenir compte des évolutions de la blockchain. En l'occurrence, cette flexibilité va aussi nous permettre en fait, d'éviter d'attendre une interopérabilité qui serait technique et l'adoption de standards, qui sur le long terme, effectivement, vont être intéressants, mais qui ne devraient pas arriver avant plusieurs années et qui peut-être même seront imparfaites dans le cadre de la blockchain. Bon, maintenant, une fois qu'on a vu des exemples comme ça, comme cela, d'exemples d'impact sur la confiance, sur la responsabilité numérique des technologies blockchain, on peut aussi les adresser selon un potentiel regard critique. Comme on l'a vu dans ces exemples, la blockchain, elle montre de nouveaux possibles. Elle a ses limites qui doivent fondamentalement être adressées. Dans le tableau qui arrive, mon estimé collègue Harbert détaille les enjeux majeurs, les principales limitations d'implémentation de technologies blockchain. Et il y a des problèmes connus, compris ou encore étudiés, d'autres moins. On constate par exemple les problèmes de mise à l'échelle, hein, la latence, le débit, la bande passante, des problèmes d'interopérabilité, on peut revenir comme l'a détaillé à Harbert juste avant. Ces problèmes qui sont techniques, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus et sont de plus en plus compris, délimités, circonscrits et résolus. Il y a aussi, par contre, des problèmes plus importants qui ne sont pas forcément ceux qui relèvent de ces caractéristiques intrinsèques de systèmes distribués. On a des limitations qui sont de faible degré technique, mais de très fort impact. Des limitations liées à la régulation, des limitations liées à l'adoption, à la gouvernance et aussi à l'intégrabilité dans des démarches métiers existantes. Là, tu peux passer à la suite. Dans ces problèmes, on a la mise à l'échelle, par exemple, ces choses-là, c'était des problématiques au départ. Les vrais enjeux qui ne sont pas forcément technologiques, on a notamment la sécurité qui reste importante. Alors là, bon, ça reste technologique, mais c'est un peu plus méta dans le sens où le contrôle de l'information est basé sur un code qui est immutable. Les bugs aussi, les impacts aussi. Si les régulateurs commencent à s'intéresser aux problématiques qui sont soulevées, c'est surtout sur l'angle de la taxation des valeurs, pas forcément par la gouvernance des données. Donc, on va sans doute voir apparaître des législations qui vont adresser ces problèmes de façon pérenne ou moins forcément, judicieuse ou moins forcément. Ça sera aussi des forts impacts. L'information, l'éducation est très importante. Donc, comme on l'a vu, il faut d'abord comprendre la technologie de façon un peu intégrative pour ensuite la déployer, l'intégrer dans des activités métiers et publiques. Surtout, on comprend les risques et les avantages. Il y en a plusieurs autres. Dans tous les cas, il faut se rendre compte que la blockchain, ces technologies, ce sont des applications nouvelles, massives, transversales. On imagine bien le potentiel chaotique de ces situations. La nouveauté des concepts, les incompréhensions, ça forme un risque qui est non négligeable pour l'application et l'implémentation de ces technologies. Et l'adoption efficace, elle dépend d'une stratégie d'intégration réfléchie. Donc, il faut de l'aplanissement d'un groupe de risques qu'on a décrit, qu'on pourra développer plus en avant. Ça va de la régulation à la gouvernance, et c'est aussi la stabilité technique.
Donc pour conclure et peut-être aussi adresser les points principaux qu'on estime vraiment intéressants et fondamentaux, s'il devait y en avoir quelques-uns à retenir. Premièrement, la blockchain va véritablement jouer le rôle de composante fondamentale dans l'application, mais aussi la préservation de la confiance à l'ère numérique. Ça, c'est indéniable. Aussi, à force, au fur et à mesure que la technologie va gagner en maturité, mais aussi en stabilité, et ça on peut l'attendre déjà c'est déjà en cours, et puis ça va gagner en importance d'ici les prochains mois et les prochaines années, les cas d'usage vont se concrétiser naturellement et se multiplier. Alors, en l'occurrence, les avancées vont se faire grâce à une innovation qui va pouvoir venir aussi bien donc, de l'industrie, mais aussi du monde académique. Et en l'occurrence, donc pour cette innovation, Emmanuel parlait par exemple de la régulation juste avant, c'est fondamental. On a eu des papiers de recherche qui montrent très bien que si jamais la réglementation n'est pas bien adaptée par rapport à une technologie donnée, alors l'innovation, ou alors si elle est trop forte ou trop rapide, alors la technologie va immédiatement souffrir de cela et l'innovation va être bridée et ça ne va pas permettre de livrer tout le potentiel d'une technologie, en l'occurrence la blockchain ici. Pour autant, donc on a un certain nombre de promesses, on a essayé de passer en revue ces différentes caractéristiques de la blockchain. Il faut aussi savoir raison garder et de se défaire d'un certain nombre de préconçus. La blockchain, alors certes, elle est complexe, mais elle n'est pas forcément incompréhensible. Notamment, on va pouvoir réduire cette complexité, que ce soit avec des approches technologiques ou non, et puis offrir justement une certaine abstraction de cette complexité. Aussi, la blockchain ne va pas résoudre tous les problèmes, contrairement à ce qui se disait déjà dès le début de son introduction et que certains osent encore prétendre. Et puis, pour finir, chaque solution proposée ne sera pas nécessairement exceptionnelle. Et ça, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas penser que pour que la blockchain fasse sens et que son intégration soit réussie, on doit déboucher nécessairement sur un paradigme qui soit révolutionnaire et qui change. Imaginer donc des approches qui vont permettre une certaine plus-value, une amélioration par rapport à un existant, sans que ce soit fondamentalement un changement profond. Emmanuel, en début de cette intervention, parlait du métavers. Alors, on en a tous, je pense, entendu parler récemment avec Facebook et puis depuis la maison mère Meta. Au-delà de Facebook et de ses ambitions, bien sûr, en tant qu'entreprise et compagnie privée, il faut bien comprendre que le métavers va jouer un rôle fondamental, et qu'il va amener véritablement à se développer dans les années à venir. En l'occurrence, technologiquement, on sait que tout, aujourd'hui ou presque, va permettre son intégration et son développement. Maintenant, ça va être des nouveaux enjeux qui vont être à considérer, des enjeux sociétaux, mais aussi qui vont prendre en considération donc l'aspect éthique, des aspects économiques et ainsi de suite. La blockchain, elle, ici, elle joue le rôle entre ce monde digital et ce monde réel. Et Emmanuel, d'ailleurs, l'avait bien illustré en début de présentation. Et donc, pour que la blockchain joue ce rôle dans cet Internet of Value et puis ce métavers, il faut là aussi considérer son intégration correctement. Alors, en l'occurrence, certes, la blockchain, c'est un nouveau paradigme, pour autant, ça reste pas moins une technologie. Et en l'occurrence, qui dit technologie dit use case et puis implémentation de cette technologie. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est l'utilisation qu'on va en faire qui va faire que peut-être on va déboucher sur un certain nombre de succès ou au contraire des échecs. Et il est vraiment important de considérer des aspects qui ne sont pas seulement technologiques. En l'occurrence, la blockchain, il faut garder à l'esprit que la blockchain, ce n'est pas juste une proposition qui est purement technique, mais véritablement socio-technique avec ce que cela amène. Et puis enfin, vraiment pour terminer, un petit mot rapide sur la décentralisation. Alors, c'est un peu la raison d'être de la blockchain initialement, proposer une gestion décentralisée. Et ça renvoie en fait directement aux promesses un peu de l'informatique et de l'Internet, en l'occurrence, donner du pouvoir, le répartir un peu mieux aux utilisateurs, et puis établir des schémas de confiance et puis des schémas stables, que ce soit au niveau éthique, économique, et ainsi de suite. Pour autant, une décentralisation parfaite n'est pas atteignable, et ça, il faut bien le comprendre. Là encore, des papiers de recherche, ça c'est pas nouveau. Ça a été étudié avec même aussi d'autres technologies au sein des systèmes d'information. Quand on tend vers une décentralisation, généralement, on retrouve cette centralisation sur d'autres aspects. Et donc, dans le cadre de la blockchain, certes, on va avoir cette décentralisation qui va être mise en avant, et elle est souhaitable, bien sûr. Pour autant, il faut bien comprendre qu'elle ne sera jamais parfaite et qu'on aura toujours un certain degré de centralisation, et ce n'est pas un problème pour pouvoir développer des nouveaux schémas de confiance qui, jusqu'à présent, étaient manquants ou imparfaits. Donc, merci à tous pour votre écoute, votre attention, et puis
ce que je vous propose avec Emmanuel, c'est peut-être passer au... Vous avez peut-être des questions sur ce qu'on a dit, des remarques, et puis peut-être initier une discussion sur la base aussi des cas d'études qu'on vous a présentés, ou peut-être d'autres sujets qui vous viennent à l'esprit. D'abord, merci messieurs pour cette superbe présentation très complète, complexe mais pragmatique en même temps, avec effectivement les enjeux qui sont liés à la blockchain. Il y a des questions qui sont déjà posées, mais je donne volontiers la parole tout d'abord à monsieur Solana qui nous a rejoint, qui doit être là. Bonjour. Voilà, et je lui laisse la parole et à lui de prendre le relais. À tout à l'heure. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Eduardo Solana, donc désolé du retard qui était d'ailleurs annoncé en avance parce que je viens de finir mon cours de cryptographie ici à l'Université de Genève. Donc, je finis le cours en avance, mais donc pas suffisamment pour arriver à rejoindre donc, la session à 17 h. Alors, j'ai suivi, donc, je dirais, une grande moitié de la présentation donc, d'Harbert et d'Emmanuel, que je trouve excellente d'ailleurs. Et je vois qu'il y a, donc je constate qu'il y a déjà des questions qui sont posées et qui vont un peu dans le sens des questions que je voulais poser également. Alors, donc là, je lis la question de monsieur Johnny Gasser. La première question, donc, vous mentionnez que la blockchain va gagner en stabilité. Et qu'est-ce qui n'a pas atteint un niveau de stabilité satisfaisant à ce jour, à votre avis? Alors, est-ce que vous voulez prendre la parole ou Alors, je pense qu'il faut considérer la stabilité, pas seulement, alors bien sûr du point de vue technologique pur, hein, Emmanuel parlait de scalabilité et de performance. Alors, on a eu de réels progrès, certes, mais parfois aussi la frontière, il faut bien comprendre que la frontière entre le gain de performance et par exemple le niveau de sécurité de certaines plateformes est des choses qui sont directement liées. Même pour des plateformes typiquement Bitcoin, on disait que c'était un processus coûteux, difficile et qui a été intégré. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains le défendent encore aujourd'hui. Pour prendre cet exemple tout simplement, on se rend compte que Bitcoin, aujourd'hui, c'est, je ne sais plus exactement combien d'acteurs, mais on a quelques acteurs qui détiennent une grande partie de la puissance de minage. Donc ces acteurs-là, en fait, ils sont très peu nombreux, et ces acteurs-là vont permettre donc de ou non un réseau, et sur la base, si jamais on a un problème au niveau de ces acteurs-là, c'est tout le réseau qui tombe. Donc une entreprise typiquement derrière qui se baserait sur une plateforme qui pourrait être à une instabilité au niveau du réseau et de ce qui est validé, pourrait conduire à des conséquences catastrophiques. Et on a déjà vu, hein, c'est pas seulement théorique, on a déjà vu des problèmes avec des plateformes plus ou moins réputées, hein, où on a eu des scénarios où voilà, on a eu des problèmes de double dépense, des réorganisations. L'autre point aussi au niveau de la performance, hein, typiquement, on peut penser, je pense souvent on prend l'exemple de Visa et puis la validation des transactions financières. Visa, je crois que c'est 2 à 5 secondes de validation pour valider définitivement une information. Aujourd'hui, pour la blockchain, si jamais on voudrait valider une information, selon les plateformes, là encore, on a soit un temps de latence qui est parfois potentiellement assez élevé ou court. Et le deuxième point aussi, et que ça, parfois techniquement c'est un peu compliqué à comprendre, c'est que l'approche pour permettre une validation de ces transactions, elle peut être de deux façons différentes. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail technique, mais on peut avoir une finalité qui est définitive, obtenue de manière définitive, tandis que dans certaines plateformes, on va avoir une finalité qui sera plutôt probabiliste, c'est-à-dire que quand bien même, a priori, on a une transaction qui est validée, il peut très bien se passer qu'à court terme, en fait, cette transaction soit annulée. Et ça, encore une fois, ça a été validé. Et toutes c'est des petits exemples un peu au niveau technologique, mais qui montrent que, quelque part, pour des organisations, c'est une instabilité qui est fondamentale au niveau technologique. Et puis, d'autre part, au niveau de la régulation. Donc, là encore, on peut le voir, hein, le régulateur, aujourd'hui, jusqu'à présent, était assez dépassé par ces questions. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense, et peut-être qu'Emmanuel sera d'accord avec moi, mais jusqu'à présent, la réglementation, en fait, c'est limité aux plateformes d'exchange, aux crypto-monnaies. Pour ce qui est de la technologie en tant que telle, sa faisabilité, son utilité, ses limites, et ainsi de suite, on n'a pas forcément eu de grosses initiatives jusqu'à présent. Et je pense très sincèrement que ça vient notamment de cette incompréhension de la technologie qui fait que le régulateur, notamment le législateur, ne sont pas capables d'adresser ces questions-là. Et donc forcément, sans régulation derrière, on a forcément une instabilité intrinsèque pour les organisations. Emmanuel, je ne sais pas si tu... Bon. Oui, alors c'est un très très bon détail. Je rajouterais aussi simplement que pour l'adoption d'une technologie,
en général, avant de s'engager, des acteurs économiques, des acteurs de gouvernance attendent la stabilité d'un écosystème. Dans un aspect un peu global, on parle de juste savoir, c'est répondre à des questions bêtes qui sont pas du tout, qui même sont d'un niveau, illustrent un niveau de compréhension bas. C'est bon, mais quelle blockchain choisir? Oui, mais est-ce que je dois prendre Bitcoin ou Ethereum? Alors, c'est des paradigmes complètement différents. On réalise, c'est que pour qu'un acteur s'engage dans l'adoption d'un système, il faut avoir des codes clairs, des participants, il faut avoir un écosystème déjà formé. Et l'écosystème blockchain en général est encore en plein développement, même s'il y a des acteurs qui se détaillent, même si des groupes prennent des positions avantageuses par rapport à d'autres, avant d'obtenir un peu cette sécurité aussi par l'adoption. Ça restera toujours difficile. Alors, moi, je voulais rajouter un point encore, donc, puisque Herbert mentionnait effectivement l'écosystème Bitcoin. Donc, la blockchain, elle fait un excellent travail donc, pour garantir donc, sur les 3 piliers de la sécurité que probablement la plupart d'entre vous connaissent. Donc, on parle de confidentialité, disponibilité et intégrité. La blockchain, elle fait un travail excellent côté intégrité et côté disponibilité, par son caractère distribué, par les hyperledgers, par la confiance distribuée. Mais par contre, les côtés confidentialité, ils posent des problèmes, notamment aux joueurs de tout ce qui est Bitcoin, par exemple. Donc, vous savez que si vous détenez des Bitcoins, vous avez donc un wallet donc, qui est en réalité une clé privée ou un ensemble de clés privées. C'est des secrets qui sont directement associés aux Bitcoins que vous possédez. Alors là, la blockchain, elle n'intervient pas directement parce que finalement, c'est à vous de garder la confidentialité de ces informations. Et là, finalement, on se retrouve donc dans des situations complexes dans lesquelles soit l'utilisateur il est responsable d'assurer la confidentialité de ces données. Donc finalement, je rappelle que si on perd les clés privées qui sont associées à un Bitcoin, ça veut dire qu'on a perdu le Bitcoin, donc 60 000 $ ou 50 000 $ aujourd'hui. Et donc, du coup, on fait confiance à des plateformes centralisées donc d'échange, de trading ou de brokerage en Bitcoin qui se font systématiquement attaquer d'ailleurs. Donc, on a eu la dernière attaque ce week-end et qui rappelle un peu à une situation où on se retrouve dans un monde centralisé ou donc un peu similaire aux banques. Donc, du coup, c'est vrai qu'on parle de plus en plus côté recherche d'une blockchain qui préserve la confidentialité. Et donc là, on est encore, je dirais, à un niveau de maturité assez bas. Pourquoi? Parce que finalement, on en est loin encore d'avoir un système qui garantit la confidentialité des données de manière équivalente aux autres caractéristiques, disponibilité, intégrité, et qui sont, eux, validées par la blockchain. Et qui est un peu, je dirais, un frein dans le développement donc, de tout ce qui est crypto-monnaie, parce que donc les gens, ils ne sont pas directement capables de préserver les secrets, donc garder donc, au coffre-fort numérique donc les clés privées qui sont associées à ces crypto-monnaies. Mais ça, c'est encore du monde de la recherche, mais c'est direct, donc c'est décidément, je ne sais pas si vous êtes d'accord, donc un aspect qui a de l'intérêt et qui a du futur, même si on est encore tout au début. C'est intéressant ce que vous dites, ce que vous soulevez, cette déanonymisation par le traçage des échanges, ça rend une des promesses qui est jamais déclarée, mais qui est crue, en tout cas par la majeure partie des utilisateurs. Soit que si on utilise une crypto-monnaie en général ou un système blockchain, on perd, on est exempt de cette identification, on est exempt de rétribution. Et encore une fois, ça c'est un problème d'éducation. Il faut bien comprendre le système et savoir quoi utiliser, pourquoi et comment bien le faire. Oui. Alors il y a également une deuxième question qui est donc également posée par M. Gasser que je trouve très très intéressante et que je voulais de toute manière poser. C'est une des questions qui revient systématiquement dès qu'on parle de blockchain. Donc on parle de ces caractères énergivores des blockchains. Surtout donc, toutes celles qui sont basées sur le paradigme du proof of work. Et finalement, donc, c'est aussi l'opportunité un peu pour donner votre avis ou donner votre vision par rapport à cette migration qui
qui intervient pratiquement partout et dans toutes les différentes familles de blockchain, qui essaye de migrer en dehors de ce paradigme du proof of work, qui en réalité consiste à exécuter enfin, je ne dis pas des milliards parce que c'est des trillions, des péta-hexa opérations de hachage systématiquement à chaque fois qu'on mine un bloc. Alors, comment est-ce qu'on va sortir et avec quelle perspective on va sortir de ces paradigmes absurdes du proof of work qui était très démocratique, très distribué, mais qui entraîne un gaspillage en énergie qui, pour beaucoup, en tout cas pour moi, est inacceptable. Alors, juste, Herbert, avant une réponse, je te demanderais d'enlever le partage de ton écran, parce que comme ça, je pense que ça permettrait d'avoir une... Tout à fait. Peut-être meilleur échange vidéo. Waouh. Tu voulais... Non, vas-y, je t'en prie. Alors peut-être commencer par... Je pense qu'il y a plusieurs façons d'aborder la question. En tout cas, là, ce sera un avis purement personnel. Je vais d'abord peut-être, pour l'exercice, me faire l'avocat du diable et porter un peu la voix de certaines personnes pour prendre le cas de Bitcoin. En l'occurrence, certaines personnes, par exemple, typiquement un argument qui pourrait revenir sur le sujet de Proof of Work, c'est de dire, bon, effectivement, le Bitcoin, naturellement, consomme énormément d'énergie, ça c'est indéniable. Maintenant, si on devait comparer typiquement Bitcoin avec ce qu'il promet d'être, à savoir une nouvelle monnaie de façon décentralisée qui viendrait concurrencer les banques directement et le système monétaire classique. Alors, est-ce que c'est réussi ou pas, ça c'est un autre débat encore une fois. Effectivement, si on compare du coup avec l'existant, à savoir le système bancaire international, on se rend compte que finalement cette consommation reste somme toute encore globalement dans les clous par rapport à cette consommation globale. D'autre part, on a d'autres arguments qui expliquent tout simplement, qui assument ouvertement cette consommation d'énergie, mais qui expliquent que finalement c'est grâce à cette approche qui est certes coûteuse en énergie, mais aussi en temps de calcul, et que fondamentalement, on peut, in fine, assurer la sécurité des échanges. Alors ça, c'est, pour me faire l'avocat du diable, et un peu en guise d'introduction pour cette réponse. Bien sûr, il faut considérer deux autres choses. Du point de vue organisationnel, d'abord. Est-ce que pour les opérations qu'on souhaite, pour lesquelles la blockchain va pouvoir être utilisée, est-ce qu'on a tout intérêt à utiliser des blockchains publiques ? Alors peut-être que pour certaines opérations, oui, peut-être que ce sera un mode un peu mixte où on aura des plateformes permissionnées et puis pour d'autres opérations, un besoin de plateforme publique. En l'occurrence, pourquoi je dis ça? Parce que déjà, on a eu un véritable débat dans l'écosystème blockchain de savoir est-ce que des blockchains permissionnées étaient des véritables blockchains. Est-ce que le fait de restreindre l'accès à un réseau suffisait pour dénier le rôle, on va dire, propre de blockchain à ces plateformes-là? Et puis ensuite, parce que tout simplement, on se rend compte que pour certaines opérations, on peut très bien imaginer d'avoir ce genre de plateforme permissionnée. Et typiquement, ça s'inscrit bien dans une logique de consortium où on a plusieurs acteurs. Et là, on n'a pas forcément besoin de se retrouver nécessairement sur une blockchain publique pour avoir un gain, une plus-value sur ce qu'on souhaite préserver. On peut très bien imaginer un consortium avec plusieurs acteurs où là, on a besoin de partager de l'information sans avoir à diffuser cette information au public dans son ensemble. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, on a des algorithmes, c'est ce que je disais durant la présentation, des algorithmes de consensus qui sont très efficaces, très simples. Alors, en temps de communication, peut-être pas, mais au niveau de la rapidité et puis de la consommation énergétique, ces algorithmes de consensus classiques sont extrêmement efficaces. Et là, du coup, on n'a pas forcément ce problème qui se pose. Au niveau des plateformes publiques, enfin, on a effectivement, ça c'est ce que tu disais, Eduardo, l'introduction donc, de nouveaux algorithmes qui sont proposés et qui vont a priori adresser ce problème. On aura toujours la question du stockage des transactions qui ne fait que de croître, bien sûr. Donc ça demande aussi des serveurs à faire tourner. Par contre, pour la validation en tant que telle, on a déjà une nette amélioration par rapport à Proof of Work. Et donc en l'occurrence, je pense qu'effectivement, cette tendance va généraliser avec ce genre d'algorithmes, quand bien même ils ne sont pas aussi parfaits que ce que les développeurs de ces plateformes prétendent. On aura toujours un compromis entre un niveau de sécurité parfait ou optimal et une performance accrue et aussi une consommation d'énergie réduite. À part ça, si je peux rebondir sur ce que tu dis, les défenseurs du Bitcoin le mettent en avant comme la seule garantie qu'un système distribué puisse valider des transactions par un consensus véritable, parce que le coût de production de cette validation est avéré, est non diminuable, et voilà, sinon on rentre de nouveau sur un système de valeurs
basé sur un consensus pervertible, donc pas idéal. À noter, bien sûr, que comme tu l'as dit tout à l'heure, le consensus, quand on traite de Bitcoin, quand on traite d'écosystèmes où la valeur se retrouve dans certains wallets plutôt que d'autres, de façon un peu asymétrique, peut toujours être mise en question. Qu'est-ce que tu dis de ça, de ce côté essentiel de la proof of work qui ne pourrait pas être rattrapé sans perdre l'essence de cette volonté un peu de... Alors moi je dirais un peu naïvement et succinctement que ça a une certaine pertinence. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, et c'est ce que je voulais rappeler justement, c'est que Bitcoin, quand bien même ce serait une monnaie, et ce qui n'est pas forcément le cas, on se rend compte que c'est plutôt une réserve de valeur, d'ailleurs imparfaite qu'autre chose. On n'a pas forcément une circulation active comme dans les monnaies fiduciaires traditionnelles, c'est plutôt des transactions qui vont être liées à une spéculation financière. Mais bon, quand bien même on aurait cette volonté affichée et réussie d'avoir une monnaie décentralisée, ça reste un cas d'usage. Ce que j'entends par là, c'est que déjà, on voit que des gouvernements proposent leur propre implémentation, et donc ces gouvernements, quand ils vont, l'Eurocoin et la Chine va proposer aussi sa propre monnaie digitale, et ainsi de suite. Je crois que la Suisse aussi se penche sur la question. On n'aura pas forcément la même approche qui sera considérée, et donc cet algorithme-là, donc de Proof of Work que tu cites, ne va pas forcément s'imposer dans tous les cas d'usage. Autre chose, il faut considérer la blockchain aussi du point de vue organisationnel. Et là, justement, si on pense à la blockchain dans une intégration et dans une optique d'intégration avec le système d'information existant au sein d'une entreprise, c'est pas, là encore une fois, c'est pas la même approche qui est considérée, on n'a pas les mêmes besoins, et tout cela fait que finalement, encore une fois, le paradigme introduit par Bitcoin est dépassé au regard de ces enjeux et de ces utilisations-là. Donc Bitcoin va probablement rester un peu comme une mesure étalon, en tout cas pour les crypto-monnaies pendant un bon moment, mais ça ne sera ce que c'est-à-dire une réserve de valeur et puis une valeur de référence. Et le modèle de Proof of Work, on peut difficilement l'imaginer aujourd'hui avec une nouvelle plateforme. C'est plutôt un artefact, quelque chose qui est resté parce que Bitcoin a proposé ça et que forcément ça s'impose plus qu'une innovation, on va dire, qui doit à tout prix être préservée et qui fait sens encore aujourd'hui. Et en tout cas, je dirais que la tendance, en tout cas pour Ethereum, c'est clair parce que là, la migration elle est déjà en place, donc elle intervient aujourd'hui. Donc dans ces jours-là, donc on migre vers un paradigme du proof of stake et on commence à en parler plus fortement aussi côté Bitcoin. Donc, je me demande si d'ici 10 ans, donc la proof of work, donc avec des blockchains ouvertes et publiques, elles resteront d'actualité ou pas. Donc, évidemment, donc avec des algorithmes de consensus distribués tels qu'ils existent, les besoins de calcul, ils seraient infimes par rapport à la proof of work. Il y a une question encore par M. Gasser qui se pose la question par rapport aux besoins de calcul donc dans des blockchains privés permissionnés, donc basés sur d'autres paradigmes que la proof of work. Je dirais que le besoin de calcul, il est infime par rapport à la proof of work. Parce que la proof of work, c'est finalement tout le monde qui essaye, c'est-à-dire tous les joueurs, donc avec des sites qui sont immenses, donc qui ont des centaines ou des milliers de dispositifs qui font du mining et qui sont en concurrence. Et il y en a un qui gagne et tous les autres qui perdent. Mais entre-temps, donc les gaspillages d'énergie est énorme. Donc par rapport à une blockchain permissionnée dans laquelle il y a uniquement un sous-ensemble des joueurs qui vont pouvoir faire des calculs, évidemment, donc on parle de quelque chose qui est infime par rapport à la proof of work. C'est intéressant de juste souligner en 2 secondes qu'on parle de problème du double spending, mais il se retrouve dans la consommation énergétique liée au minage. Exactement, ça c'est clair. Donc c'est pas qu'il se retrouve, c'est sa base. Parce que non, tout à fait. Et il y a également des questions intéressantes par rapport justement à la résistance donc, qui est également associée, et là c'est moi qui joue l'avocat des diables, donc qui est finalement associée à cette proof of work, parce que finalement, ce travail immense qui est fait par les mineurs, c'est aussi en quelque sorte une sécurité pour des technologies futures. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de l'ordinateur quantique et de sa capacité, par exemple, de remettre en question la sécurité de la blockchain. Alors, il y a des études récentes qui montrent qu'en réalité, même l'ordinateur quantique, il ne serait pas capable de réécrire la blockchain en quelque sorte. Donc, l'ordinateur quantique, il serait capable de casser
toute donc par exemple dans un écosystème comme le Bitcoin, il serait capable de casser toutes les clés privées. Donc du coup, les détenteurs des Bitcoins seraient menacés par cet ordinateur quantique parce que leurs clés privées elles seraient calculables et donc du coup leur Bitcoin serait en danger. Mais par contre, toutes les transactions passées, elles ne seraient pas capables d'être reproduites par l'ordinateur quantique suite justement à l'efficacité de tous ces dispositifs qu'on utilise dans les centres des minages qu'on voit partout. Donc, et qui sont, donc, pour reprendre un peu les mots de M. Gasser, surtout développés dans des centres où l'électricité n'est pas chère et on n'a pas besoin des refroidissements. Et puis juste peut-être de précision, si on prend par exemple l'exemple de Proof of Stake, donc c'est un algorithme où la preuve se fait par l'enjeu, typiquement, pour faire très très simple, on ne va pas forcément entrer dans le détail, mais en fonction de la quantité de tokens, donc de crypto-monnaies associées à une plateforme, on est plus susceptible ou non de valider les blocs qui arrivent. Donc ça, c'était un peu en tout cas la vision traditionnelle et originelle de ce genre d'algorithme. Et ben on se rend compte que certes, du point de vue, donc par exemple de la consommation d'énergie, ainsi de suite, ça peut être intéressant, mais au fur et à mesure que ces algorithmes se sont développés, on a vu un certain nombre de limitations et même de problèmes. Un problème très simple pour illustrer la chose et sa limite pour cet algorithme, c'est que forcément, si on considère on attribue plus de chances de sélectionner un validateur sur sa quantité de monnaie acquise, et sachant que derrière, effectivement, chaque validateur, on le disait, est rémunéré pour sa validation, ça crée un cercle vicieux. Les riches deviennent de plus en plus riches, et bon, sachant la promesse aussi originale de Bitcoin, qui était on évite de centraliser les pouvoirs, notamment par la richesse, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pour montrer que finalement, tout à l'heure on parlait de stabilité, donc même du point de vue purement technique, les premières approches qui ont été proposées, sur le papier, étaient séduisantes, mais on se rend compte que ce serait difficilement envisageable de foncer tête baissée, parce qu'on se rend compte parfois avec la recherche académique, mais même industrielle, qu'on a un certain nombre de limitations, mais aussi de risques. Et là encore, on peut dire qu'une organisation puisse baser par exemple, une grosse partie de son système d'information et de ses opérations sur une plateforme qui ne pourrait pas tenir sur le long terme, par exemple. Le deuxième point, là, je fais un commentaire, une réaction à ce qu'on disait sur les plateformes qui sont privées. Alors oui, ce sera toujours plus coûteux, ça c'est une certitude, qu'un serveur classique, et puis même qu'un réseau distribué classique qui ne tient pas en compte, où on n'a pas forcément besoin de consensus, donc typiquement de prendre en compte des acteurs qui seraient malveillants et ainsi de suite. Donc forcément, par rapport à ce qui existe de manière traditionnelle, donc serveur classique et ainsi de suite, on va avoir une consommation qui sera plus importante, des performances qui seront naturellement moindres. Maintenant, il faut bien comprendre que la blockchain a aussi un certain nombre de propriétés et il faut compenser, peser le pour et le contre. En l'occurrence, ces limitations par rapport à ce qui existe déjà, par rapport à ce que la blockchain propose, immutabilité, transparence, c'est un peu ce qu'on a essayé d'illustrer aujourd'hui, et qu'on ne retrouve pas forcément. Un serveur centralisé pour une organisation, c'est peut-être bien pour un certain nombre de choses, mais si jamais on doit mettre en relation différents acteurs, si on doit assurer une intégrité de l'information alors qu'on est dans un système où, par exemple, la fraude est existante, ou des risques d'erreur, de suppression de la donnée, et ainsi de suite, existent, on voit vite les limitations de ces serveurs. Et d'ailleurs, pour être très, très naïf, si jamais la blockchain n'avait aucune pertinence, en 10 ans, je pense qu'on aurait fait le constat qu'effectivement, ça n'a aucune plus-value et ce n'est pas forcément le cas en l'occurrence. Donc il ne faut pas, je pense, c'est aussi un peu ce qu'on disait dans cette présentation, il ne faut pas se laisser avoir par ce genre de problématiques. Elles sont importantes, bien sûr, consommation d'énergie, ainsi de suite, mais pour moi, ce ne sont pas les plus importantes. Les vrais enjeux, encore une fois, c'est comment interfacer ce genre de technologie avec l'existant et comment l'intégrer donc, dans des systèmes d'information existants, qui sont parfois aussi vieux de plus en plus, et puis comment donner du sens à ces technologies d'un point de vue sociétal, économique, et ainsi de suite. Et je pense que l'exemple de Chain Trust, typiquement, le deuxième qu'on a abordé, c'est le meilleur exemple pour cela. Les aspects technologiques, on sait à peu près les maîtriser, moyennant une certaine réflexion et un niveau d'intégration. Par contre, ça ouvre à de nouveaux problèmes qui sont potentiellement immenses. Et d'une part, je pense que c'est important, et ça tu l'as dit, tu l'as mentionné à la fin de ta présentation, donc cet aspect, la blockchain, ce n'est pas une panacée. Je pense que c'est aussi un symptôme de maturité quelque part. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a eu un moment où on avait l'impression que voilà, cette technologie, elle était la seule existante et celle qui allait résoudre tous les problèmes de l'informatique.
Et bon, on est revenu un peu sur cette folie autour de la blockchain. Je pense qu'il y a certaines applications, donc, comme par exemple celle que vous avez décrite, hein, pour lesquelles c'est réellement une bonne solution, une bonne approche. Et puis, il y a une plus-value évidente d'utiliser des technologies comme la blockchain et d'autres qui vont faire autrement. Donc, évidemment, la blockchain, c'est pas le problème c'est pas la solution à tous nos problèmes. Et je pense que c'est encore une fois un symptôme de maturité. Et à propos de maturité, moi, je voulais vous poser une question. Donc, quelque part, donc, vous allez me dire que le blockchain est certainement une technologie indépendante et qu'elle ne va pas être affectée, par exemple, par les cours du Bitcoin. Mais quel est votre avis? Donc, imaginez que, voilà, c'est possible, c'est pas probable, mais c'est possible, hein. Ça peut éventuellement arriver. Le Bitcoin perd, allez, 95% de sa valeur. Donc, du coup, il y a il y a un intérêt évidemment décroissant donc pour la technologie. Alors, est-ce que vous pensez que la blockchain, elle pourrait résister à un effondrement du cours de Bitcoin? Alors, clairement, c'est la question que je vous pose. En tant que technologie, oui. Oui, mais ça, c'est la théorie, si vous voulez, hein. Alors, est-ce que vous pensez que dans la pratique, il n'y aurait pas une propagation, si vous voulez, du désastre qui irait chercher également donc, il y aurait certainement un impact sur les gens qui vont faire du mining. Il y aurait certainement éventuellement des problèmes de sécurité qui seraient associés à ça, parce que donc, tous ces calculs, c'est quand même la base de la sécurité de la blockchain. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait mettre en risque donc la technologie blockchain en général? Alors, Emmanuel, tu veux réagir ou... Oui, je peux commencer. On aura sans doute beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce que j'estime, c'est, encore une fois, il est intéressant de repartir sur l'approche en tant que dépositaire de valeur, en tant que plateforme d'échange ouverte au public, et puis les versions qui sont moins permissives, qui sont intégrées dans des démarches organisationnelles. Si on parle d'une technologie qui a un bénéfice pratique, qui a déjà reçu des investissements suffisamment conséquents et des développements donc logiciels, de plateformes qui vont vers une intégration dans des processus métiers, je pense que l'approche la plus pragmatique que des acteurs engagés pourraient avoir et se dégager d'un effet de réseau négatif serait de renommer l'aspect blockchain, comme on le voit dans beaucoup de plateformes, pour simplement adopter quelque chose de consensus distribué. Voilà. Donc, juste changer ses valeurs. Parce que, bon, je pense que, effectivement, et comme on l'a illustré, et comme Harbert l'a redit, il y a des intérêts qui sont intrinsèques, qui, appliqués à des domaines précis, apportent à ces concepts une valeur qui est indéniable. On peut toujours faire autrement, mais à ce stade, on n'a pas forcément de meilleure façon. On évolue la technique avec des consensus, avec des développements autres. Mais voilà, donc s'il y a une valeur intrinsèque à la technologie, dont il est dur de se passer, ça ne changera pas. Après, effectivement, pour la blockchain en tant que système d'échange décentralisé de valeurs, en tant qu'ayant une valeur intrinsèque par ces tokens, là, ça compliquerait. Il reste qu'à investir toujours. Et puis peut-être quelques précisions par rapport à cette question. Je pense qu'il faut dissocier un certain nombre de choses. L'univers des crypto-monnaies peut avoir son utilité, on le disait, source de fantasmes, mais aussi de scepticisme. Si certains deviennent riches avec, tant mieux. Certains, ils vont y laisser des plumes aussi, ça c'est indéniable. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant, et c'est aussi là le problème, je pense qu'on a tous pu l'observer au sein de cet écosystème, c'est qu'on s'est immédiatement rué sur la question des crypto-monnaies, au risque un peu de laisser les autres aspects où la blockchain pouvait être pertinente de côté. Et donc, certes, là, tu parlais de l'exemple de Bitcoin qui pourrait perdre sa valeur. Quand bien même cela arriverait, ça ne remettrait pas nécessairement en question son utilisation dans un cadre plus organisationnel et donc dans l'industrie et ainsi de suite. Ensuite, on peut prendre un cas d'exemple très simple, et je pense qu'il parlera à tout le monde, c'est la bulle Internet. La bulle Internet, je voulais en parler durant cette présentation, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais la bulle Internet, en 2000, tout le monde s'est rué, donc voilà, nom de domaine, et puis les nouveaux services de l'Internet.
forcément, beaucoup de startups et d'entreprises se sont cassées les dents dessus. Ça ne veut pas dire pour autant que Internet, en tant que technologie et ce qu'elle avait à offrir, a été remise en cause. Donc Bitcoin, demain, pourrait très bien perdre de sa valeur pour une raison X ou Y. Ça ne signifierait pas que fondamentalement ce que la technologie a à offrir et comment et pourquoi serait remise en cause. Peut-être le seul problème, ce serait le niveau de sécurité, là qui serait beaucoup plus pertinent à adresser plutôt que la question de la valeur, on va dire, associée à certaines plateformes publiques. Et la sécurité, là encore une fois, c'est pas aussi simple. Si c'est un problème de sécurité propre à Bitcoin, alors en l'occurrence, encore une fois, j'aurais tendance à dire que ça ne remettra pas en cause l'ensemble du système. Par contre, si effectivement on se rend compte que demain, il y a un problème de sécurité majeur qui peut impacter l'ensemble des systèmes existants, là, forcément, naturellement, ce sera l'ensemble du paradigme qui sera un peu miné et qu'il faudra repenser, ça c'est sûr. Donc c'est pas aussi simple que ça à considérer comme question, mais je ne pense pas que l'utilisation concrète de la blockchain, et notamment en entreprise, parce que finalement c'est ce qui devrait nous intéresser tous ici, sera miné par, ou alors indexé sur le cours du Bitcoin ou sur d'autres plateformes. Et heureusement d'ailleurs. Pour autant que le cours du Bitcoin n'ait pas une influence sur la sécurité, parce que voilà, le mining devient plus intéressant et donc du coup, là, il y a effectivement cette, je dirais, cette sécurité qui est donnée par tous les mineurs qui font ce travail à tour de rôle ne soit pas compromise en quelque sorte. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, lorsqu'on me pose la question, j'utilise également Internet comme argument. Finalement, Internet a beaucoup de problèmes. Et moi qui fais de la sécurité sur Internet depuis 25 ans, donc je dois dire que la première fois que j'ai vu un site web, je me suis posé la question sur la sécurité qui était donc mon inquiétude. Hein. Finalement, la sécurité a réellement été une inquiétude pour Internet, mais ça n'a pas empêché que Internet se développe de la manière qu'on connaît. Et que voilà, finalement, on est quand même une plateforme qui est utilisée globalement. Alors, à propos de cette utilisation globale, il y a une question de M. Gianfranco. Quelle est, selon vous, la principale raison pour laquelle les technologies blockchain ne sont pas diffusées plus rapidement et plus globalement dans les entreprises privées et dans les organisations publiques? Ça rejoint un peu les commentaires de tout à l'heure. Donc, il y a 5 ans, on pensait que la blockchain, ça allait inonder tous les aspects de la société, si vous voulez, des différentes sociétés privées, publiques, que ça allait en réalité prendre une position qui n'est pas devenue réelle, en tout cas pour le moment. Alors pourquoi cette lenteur, si vous voulez, à adopter cette technologie? Alors moi, je pense, et puis peut-être qu'Emmanuel complétera ou invalidera ce que je dis, mais là encore, c'est multifactoriel. En l'occurrence, on parlait d'interopérabilité, par exemple. Ça, c'est un gros problème. Donc des questions techniques, mais pas seulement. Et je pense qu'au niveau organisationnel, il y a là un peu cet aspect aversion au risque et puis aversion aussi au changement. Donc, au niveau des changements, on a des domaines d'activité, et je pense que le secteur bancaire est le meilleur exemple ici, que ce soit au niveau des régulations, mais aussi puisque l'activité même de ce secteur d'activité fait que les transitions et l'adoption de nouvelles technologies, par essence, est rendue extrêmement compliquée et extrêmement lente. Dans le système bancaire, on a encore des systèmes d'information qui existent depuis des dizaines d'années qui sont totalement obsolètes, mais simplement le coût de la transition et de l'implémentation de nouvelles technologies fait que c'est tellement conséquent que c'est difficilement envisageable, et c'est d'autant plus inenvisageable peut-être aujourd'hui qu'on a une mauvaise visibilité sur les coûts. Combien ça va coûter en termes de financiers? Qu'est-ce que ça va représenter aussi pour le personnel en sein d'une entreprise? À côté, et de manière plus générale, donc je parlais de l'aversion au changement, mais aussi une sorte d'aversion au risque. C'est une technologie, on le disait, donc difficilement compréhensible, et puis on n'a pas encore de retour d'expérience. C'est un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on attend des retours d'expérience, mais personne ne se lance, tout le monde attend un peu ce que fait le voisin, que ce soit au niveau de l'industrie, dans un même domaine d'activité ou même sur l'économie de manière globale. Mais ça, c'est aussi ce qui fait, on parlait d'innovation, mais souvent on a les leaders et puis les followers. Donc on va avoir une grande partie, je pense, des organisations et même des gouvernements qui vont être dans cet état un peu d'expectative. On va attendre des premiers résultats avec des cas d'utilisation réels pour mieux cerner donc ce que ça permet
en termes positifs, mais aussi en termes de risques, de nouveaux risques qui n'existaient pas forcément jusqu'à présent. Et puis on aura, et peut-être que ce sera des startups dans un premier temps, ça va pouvoir être des projets un peu locaux et qui vont se généraliser. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avoir cette transition. On aura nécessairement des acteurs qui vont prendre un risque et qui seront naturellement aussi récompensés pour ce risque pris, en l'occurrence. Si je peux continuer là-dessus, effectivement, donc l'adoption, c'est quelque chose qui se fait par étapes et il y aura toujours des acteurs qui vont essayer de prendre les devants et de faire fi des risques, hein, l'impact potentiel sur la sécurité, sur les coûts. Il y a des questions de choix techniques. Pour moi, d'autres détails importants, c'est pas un détail, quelque chose d'important dans l'intégration de dynamiques d'innovation, hein, de nouveaux développements techniques dans les entreprises, c'est aussi l'expertise. Donc, elle peut être acquise par la communication, par la recherche, mais l'expertise en interne nécessaire à la mise en place stratégique, hein, d'un système tel, elle n'est pas encore disponible sur un marché. L'éducation sur ces dynamiques, sur ces intégrations, et la recherche elle-même, hein, rend difficile donc la bonne compréhension des besoins auxquels il faut répondre pour une structure comme une entreprise. Bon, comme le disait Herbert, je pense que le principal obstacle actuellement, c'est que dans les secteurs d'activité où les données doivent être sécurisées, transmises, validées, donc comme le système bancaire ou pour des données, des transmissions de données de régulateurs, de régulation entre gouvernements et entreprises, par exemple, on a un effet de réseau qui est important. Il y a déjà des systèmes en place qui sont déjà extrêmement complexes. Avant qu'on puisse généraliser quelque chose, il faudra qu'il y ait un avantage, un avantage très très important. Et ça, peut-être que ça va être développé par des besoins de reporting, que ce soit environnementaux, environnemental ou économiques. Seules des règles en fait de transmission d'informations, d'utilisation d'informations pourront peut-être dénouer un peu ce processus. Simplement parce que là, on n'aura plus le choix, il faudra trouver un moyen pour assurer ces obligations. La blockchain pourra en être un, d'autres pourront aussi avoir un effet y répondre. Donc, à votre avis, et puis pour pousser la réflexion un peu plus loin, dans ce monde dans lequel on se trouvera d'ici 10 ans, donc on sera tous dans le métaverse dont tout le monde parle aujourd'hui, et on parlera plus avec des personnes, mais avec des avatars, donc dans un monde de réalité augmentée, réalité virtuelle, tout ce que vous voulez. Donc, dans ce monde-là, la blockchain, elle sera quelque part, peut-être pas nécessairement visible, mais c'est elle qui va garantir, par exemple, l'intégrité, la transparence des différentes transactions, tout ça. Donc, vous pensez que c'est une, si vous voulez, ça sera un pilier de ces mondes de science-fiction que j'essaie de décrire là. J'ai juste une anecdote qui me vient, c'est des discussions qu'on avait eues avec Harbert quand on parlait de ces NFT. On parle de metaverse et d'art digital, donc de possession, hein, d'une œuvre d'art, que ce soit un fichier audio, un JPEG, un GIF, peu importe. On a du mal maintenant à comprendre l'intérêt. On peut avoir du mal, à part juste penser à des questions de blanchiment d'argent ou alors d'écouler des bitcoins superflus, à encourager donc la possession de ce type d'art. Par contre, dans un monde où on communiquerait, où on partagerait des expériences donc de façon virtuelle, en réalité virtuelle ou augmentée, des systèmes qui seraient dépendants de règles, qui seraient bâtis sur des plateformes, qui auraient tout intérêt, elles, à définir des codes, hein, de représentation, des codes comme on le fait dans des jeux vidéo. On peut acheter des skins pour personnaliser ses personnages, ses expériences. Des plateformes auraient tout intérêt à ne permettre, par exemple, l'affichage dans un domaine privé que d'œuvres qui soient, dont la possession soit attestée. On pourrait tout à fait imaginer que l'accession donc à la propriété ne puisse être définie, encodée, éprouvée et transmise que par ces objets-là. Et là, évidemment, bon, on peut imaginer des choses. Après, est-ce que ça touchera la civilisation humaine dans son ensemble? Est-ce que c'est un défi vraiment sociétal?
Ou est-ce qu'on est en train de définir le standard du web du futur entre Gopher ou HTTP? C'est encore dur à définir. Là, il y a encore une question, peut-être plus dans le présent. Hein. Donc, quelle serait la killer application, donc, en dehors des crypto-monnaies qui permettrait un peu aux technologies blockchain de se développer? Parce que finalement, la blockchain, bon, comme Internet, hein, c'est un peu un vecteur. Hein. C'est tout ce qu'on a fait qui a, si vous voulez, de l'importance et qui permet aux technologies de se développer. Hein. Donc, c'est certainement tout ce qu'on arrive à faire sur Internet qu'on était incapable de faire avant. C'est ça qui s'est traduit par le succès global de l'Internet. Alors, quelle serait cette application ou cette fonctionnalité, à votre avis, qui permettrait, voilà, de dire il y a un monde avant et après, et la blockchain, voilà, risque effectivement d'être réellement démocratique et accessible par tout le monde. Eduardo, tu te doutes bien que si nous avions une idée révolutionnaire, on ne la partagerait pas. On referait, Malgré l'estime que nous portons. Mais si, ça c'est l'esprit universitaire. Je fais juste une parenthèse. L'autre jour, donc, dans un des cours que je donne ici à l'université, je fais mention d'une présentation que j'avais faite sur le Bitcoin en 2009, une des premières qui avait été faite en Suisse d'ailleurs. Et puis, quelqu'un m'a fait la remarque que si à la place de faire des présentations, vous aviez acheté les Bitcoins à l'époque, peut-être que vous ne seriez plus là. Et moi, ma réponse était, écoutez, vous vous trompez, je serais peut-être moins là, mais lorsqu'on a une passion et un esprit universitaire, ça reste. Alors, je pense que ton esprit universitaire ferait en sorte que tu donnerais la réponse à cette question. Bien sûr, mais pour être un peu plus sérieux, je pense, alors déjà, effectivement, identifier une killer app comme Gianfranco Moin parlait, c'est un problème avec ton micro. Allô? On entend du frottement. Pardon, est-ce que c'est un peu mieux? Voilà, oui, c'est mieux. Donc, je disais, effectivement, identifier ce genre de solution reste assez compliqué, hein, bien sûr, surtout avec une technologie aussi immature. Maintenant, peut-être que plutôt que parler d'un scénario précis, plutôt parler de domaine d'activité. En l'occurrence, et on en a deux qui émergent très facilement. On a donc la supply chain et puis les monnaies numériques, hein, bien sûr. Et il ne faut pas sous-estimer ces domaines d'activité. C'est-à-dire que certes, aujourd'hui, on a des projets qui existent. Hein, et pour rebondir sur la question précédente, ce n'est pas parce qu'on a des limitations et une certaine expectative un peu ambiante où chacun regarde un peu à droite à gauche qu'il n'y a pas des projets concrets qui se matérialisent. Hein. On en a un certain nombre par des acteurs issus justement notamment du domaine de supply chain et puis de monnaie digitale aussi, pour prendre ces deux exemples. Donc voilà, les domaines d'activité vont aussi représenter un peu cette locomotive et puis derrière, ça va pouvoir enchaîner sur différents aspects qui seront peut-être pas forcément identifiables aujourd'hui. Et puis j'avais un deuxième point qui m'est passé, qui me reviendra sans doute. Moi, je pense qu'en général, partout où il y a l'élément confiance qui intervient, je pense que la blockchain elle a effectivement un rôle à jouer. Et là, la supply chain, c'est effectivement un exemple clair. Hein. Donc, comment tracer une marchandise, par exemple. Hein. Donc, maintenant qu'on parle tellement des délais, donc suite à la pandémie, donc tout ce qui est distribution, tout ça. Voilà, donc être capable de tracer, par exemple, une marchandise qui va circuler par beaucoup de mains à la fin, hein, donc de la source à la destination. Donc là, il n'y a pas une manière de décentraliser tout ça. Et donc, du coup, d'avoir cette idée d'une blockchain distribuée à laquelle tout le monde fait confiance, et ça permettrait effectivement de faciliter la traçabilité. Mais là, il y a réellement des applications qui existent, et là, on voit vraiment l'utilité de la blockchain. Mais il y en a d'autres. Hein. Donc, encore une fois, partout où la confiance est nécessaire. Et on ne peut pas tellement faire confiance à une seule entité, mais on tient justement à avoir donc un environnement de confiance distribué. Il faut aussi définir, je pense, qu'est-ce que c'est que Killer App. Est-ce que c'est en termes de changement de paradigme profond ou non? Est-ce que c'est en termes de revenus et puis que ce soit des économies par rapport à l'existant ou générer des sources qui aujourd'hui ne seraient pas possibles avec des technologies existantes? On peut prendre l'exemple typique des identités numériques. Hein. Emmanuel en parlait notamment avec les fournisseurs, les fournisseurs d'identité, des identity providers. Bon, typiquement,
ce n'est pas forcément un marché où on pourrait se dire, bon, ok, il y a énormément d'argent à se faire et où on n'aurait pas cet engouement par rapport à cet aspect financier, on va dire. Pour autant, les applications sont extrêmement multiples, où la blockchain pourrait jouer un rôle, mais pas seulement, et où ça va vraiment se démocratiser et se généraliser. Cette notion d'identité numérique, mais aussi même de manière décentralisée si possible, ça va être quelque chose, on va y avoir le droit forcément, et si aujourd'hui c'est peut-être très limité, c'est parce que déjà il y a des points techniques à résoudre, mais aussi parce que la régulation fait que là pour le coup on a vraiment un changement dans l'approche considérée par rapport à l'existant qui fait qu'on n'est pas forcément prêt. Ça ne veut pas dire que le use case derrière n'existe pas. En l'occurrence, je pourrais vous en citer plein rien pour cet exemple-là, donc des identités numériques. Et ça, c'est vrai pour d'autres aspects. On parlait de l'audit et du contrôle. Ben là, encore une fois, on peut très bien imaginer une utilité forte, on va dire, de la blockchain. Simplement, pour un certain nombre de raisons, les projets n'ont pas encore délivré, on va dire, toute leur plus avec l'utilisation de la blockchain. Enfin, OK. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions, d'autres points on a encore quelques minutes donc avant 19 heures, donc où je ne sais pas si éventuellement Emmanuel et Herbert ils veulent éventuellement donc donner un petit mot de la fin donc s'il faut qu'on soit optimiste, s'il faut qu'on soit pessimiste par rapport au futur de la blockchain, peut-être pas dans 10 ans, mais euh, donc dans un avenir proche. Donc, quelles sont les prochaines étapes que vous voyez? Moi, je pense que les points que Herbert a mentionnés également à propos du cadre légal, c'est important également. Donc, il faudrait, par exemple, qu'un document qui a été certifié par la blockchain, il ait une valeur légale. Donc, pour le moment, on en est loin. Et donc, pour le moment, on parle toujours d'entités qui ont le droit, par exemple, de signer un document ou autre, et pour lesquels on reconnaît justement ce droit dans un cadre juridique. Donc, peut-être qu'on est encore loin d'avoir d'être en mesure de pouvoir, donc, si vous voulez, certifier la valeur de la blockchain en tant qu'entité voilà, qui va donner ou qui va donc établir si vous voulez, l'intégrité d'un document ou l'authenticité d'un document. c'est aussi là où nous, chercheurs, je pense, issus du milieu académique, avons un véritable rôle à jouer. C'est-à-dire que les entreprises, effectivement, elles doivent prendre en compte par essence, que ce soit dans des transitions, des intégrations de technologies, l'aspect financier. Une entreprise, c'est forcément par essence dans cette optique de faire un chiffre d'affaires. Et puis, donc cette question-là, elle est centrale pour les entreprises. Dans le milieu académique, ce n'est pas la même approche. Et donc, en l'occurrence, ce qui est intéressant dans notre milieu, c'est qu'on est capable de pouvoir proposer des innovations, des améliorations au niveau technologique, mais qui tiennent aussi compte d'aspects sociétaux, des enjeux éthiques, etc., sans avoir nécessairement besoin d'attendre un changement, par exemple, du point de vue de la régulation et ainsi de suite. Et ça, peut-être, c'est aussi une plus-value, en ce sens que ça va permettre aussi d'illustrer des utilisations avec des cas concrets qui restent théoriques sur le papier, mais qui vont peut-être aussi permettre de les rendre actionnables. Et c'est ce qui va permettre à terme aussi de convaincre que ce soit le milieu de l'industrie d'une part, mais aussi d'autre part des régulateurs en disant bah, OK, on voit que ça gagne de l'importance, on voit aussi qu'il y a des use cases qui se concrétisent, qui sont possibles techniquement. Et bah, là, on a un rôle à jouer clairement, et c'est à nous maintenant de réglementer ce genre d'innovation. Et comme tu le disais, bah, par exemple, on parle souvent des certificats, les diplômes, et ainsi de suite. On pourrait très bien voir une utilité de la blockchain. C'est un scénario maintenant qui existe depuis un certain nombre d'années. Techniquement, c'est faisable. Alors, encore une fois, il y a des enjeux et ainsi de suite. Mais voilà, il n'y a pas de gros obstacles. Le gros obstacle aujourd'hui, c'est la reconnaissance, notamment par le régulateur et puis par le milieu. Donner de la valeur légale à part ce qui est inscrit, comme tu le disais, sur la blockchain et typiquement une empreinte qui reflèterait donc un document, que ce soit un diplôme et ainsi de suite. Et c'est le monde académique, en cela, a vraiment son rôle aussi à jouer dans cette recherche. Je parlais d'innovation tout à l'heure, bah on est en plein dedans, typiquement. Donc, Gianfranco pose la dernière question, peut-être pour Emmanuel. Optimistic, pessimistic or mystic? Ou neutre, peut-être? Bon, alors, pour rebondir sur ce que dit Herbert, là, Herbert et moi, on est intéressés par les dynamiques qui découlent de l'adoption du travail du développement aussi des technologies blockchain.
Si on pensait que ces technologies n'avaient aucun avenir globalement, c'est un sujet qu'on éviterait de traiter, hein, simplement, parce qu'on n'y verrait pas de potentiel. On y voit un potentiel, ça c'est clair, ça c'est évident. Après, justement, je dirais qu'il faut éviter le mysticisme. On peut tout à fait imaginer que pour avoir une adoption, hein, au niveau sociétal, il faille passer par un engouement médiatique, par des dynamiques un petit peu holistique, de développement spirituel autour de la blockchain. Mais et puis on le voit avec les crypto-monnaies, comme vous l'aviez dit, hein, vous aviez dit quelle est la killer app, quelle serait une killer app hors crypto-monnaie, parce que là les killer apps, elles en sortent tous les jours. Je voulais recenser le nombre de crypto Shiba, Dogi et toutes leurs variantes saisonnières. Je crois qu'il y en a plusieurs centaines. Donc en s'abstrayant de ces considérations, voilà, juste de communication, je pense que les technologies Herbert. Volontiers, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon. J'avais plus de batterie sur mon oreillette. Donc je pense que ces technologies vont voir une accélération de leur utilisation pour des cas pratiques. Ces cas pratiques, ils ne vont pas forcément être apparents, dans le sens que pour une application qui doit être garant, ou un service qui doit être garant d'une vérité, garant d'une distribution, garant d'une immutabilité de données, on ne cherche pas vraiment une interface avec l'utilisateur en tant que tel. La blockchain, c'est une technologie, hein, ça regroupe des technologies qui sont liées aussi au monde de la cryptographie, du chiffre, des technologies qui sont très puissantes, qu'on commence maintenant à utiliser de plus en plus, simplement parce qu'on a des outils de programmation qui permettent de les concevoir de façon un peu plus facile, on va dire, que juste sans s'abstraire des mathématiques pures. Donc en tant que moyen de déployer ces outils, la blockchain sera sans doute dans un avenir plus ou moins proche, éparpillée par morceaux, là où elle est intéressante. Mais l'utilisateur ne le verra pas. L'utilisateur restera une interface simple, soit crypto, monnaie et art digital peut-être. Ou alors... Oui, vas-y Herbert, vas-y. Moi, je disais, c'est la condition de la réussite de l'intégration de la blockchain, de faire en sorte que quelque part, l'utilisateur global n'ait même pas conscience que cette technologie est utilisée. Parce que c'est effectivement pas le propre de la blockchain d'être exposé comme ça, notamment au grand public, aux utilisateurs de services, mais plutôt de supporter des opérations qui viennent par-dessus. La garantie de son sérieux aussi, hein, parce que si on vante on parle beaucoup de solutionnisme technologique, si on essaye de vanter les mérites d'un service, d'un produit, en disant qu'il est quantique, blockchain ou distribué, c'est souvent pas ses avantages principaux. Voilà, c'est plutôt un argument commercial que technologique ou technique réel. Donc, pour revenir un peu au cas personnel, puisque vous êtes tous les deux en fin de doctorat, donc, et puis vous serez bientôt docteur et donc probablement avec une carrière, je ne sais pas si dans l'académique ou peut-être dans le privé. Donc j'imagine que si vous restez dans l'académique, vous allez de toute manière continuer à faire des recherches sur la blockchain. Mais en admettant que vous partiez dans le monde privé, vous pensez vous avez quand même des bonnes chances de tomber sur un projet concret dans une société qui parie fort sur la blockchain. Vous pensez que c'est le moment maintenant? C'est trop tôt? C'est trop tôt et trop tard. Ça dépend où est-ce qu'on se place sur les attentes et un peu sur cette courbe d'adoption et d'optimisme. En l'occurrence, je pense que pour faire très simple, on est un peu dans le cadre d'une retombée. On a eu toutes les promesses et là, on retombe un peu. On respire bien et puis on commence à comprendre la technologie et c'est pas plus mal parce qu'on va avoir une chute d'intérêt. Je rappelle très rapidement parce qu'on arrive sur la fin de l'intervention, mais l'intelligence artificielle, hein, c'est quelque chose qui existe encore depuis des dizaines d'années. Et il faut savoir qu'initialement, on a eu un engouement, bien sûr, et oui. Puis on a vu qu'il y avait des limitations. On s'est dit, on nous a promis ça, c'était pas possible. Alors, on a eu un désintérêt. C'est seulement parce que des grands groupes, en fait, se sont remis et ont proposé justement des petites avancées qu'on a eu un regain. Et là, on le voit bien avec la puissance de calcul, notamment, et cette amélioration générale, on revoit l'engouement de l'intelligence artificielle. Et au-delà de l'engouement pur, on voit vraiment des applications réalistes, concrètes. Ça va du suivi donc de la santé des chevaux et puis
Pour prendre un exemple assez récent, mais voilà, pour prendre plein d'exemples où on voit que l'intelligence artificielle a un rôle à jouer. Et donc, pour la blockchain, ce sera la même chose. Donc, moi, j'ai pas de crainte là-dessus. Et pour répondre à la question, effectivement, je suis plutôt optimiste, mais c'est un optimisme qui est raisonné. C'est-à-dire que c'est pas juste fondé sur rien, mais vraiment sur la connaissance et sur ce que ça peut permettre, en sachant aussi les limitations de cette technologie. Moi, personnellement, d'après mon expérience, je vous rassure tout de suite. Hein, donc, je pense que vous êtes sur un domaine qui est tout à fait porteur. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les doctorants de l'Université de Genève. Donc, parce que donc, votre remarque, Emmanuel, on n'aurait pas choisi ça si on ne pensait pas que voilà, ce n'est pas une réflexion que tous les doctorants se font. C'est pas forcément, pas l'orienter comme ça. En fait, Harbert et moi, on bénéficie d'une approche par notre supervision qui se base plutôt sur des problèmes sociétaux, des problèmes métiers, et comment trouver des moyens techniques, applicatifs ou autres pour les résoudre. Il se trouve juste que la blockchain est un outil formidable pour faire certaines choses. Et voilà. Les données qui nous intéressent, voilà. Et on aurait de la peine à trouver quelque chose d'autre actuellement qui puisse être activé de la sorte. Okay. Voilà. Mais la blockchain, c'est très vaste, et puis avec, on peut décrire bien des choses, comme on l'a vu dans cette présentation. Très bien. Alors, écoutez, 19h02. Mais c'est ce qu'on appelle tenir l'horaire. Voilà, la dernière fois que j'ai participé à des sessions comme ça, on était parti sur la cryptographie homomorphique et on était resté homomorphiquement en retard. Alors, voilà. C'est pas très grave, c'est ce qui démontre que le contenu, les intervenants sont de qualité et que du coup, tout le monde a envie de rester en ligne et d'aller jusqu'au bout de l'événement. Moi, j'aimerais en tous les cas, tous les trois, vous remercier. Je ne vous donne pas rendez-vous dans 10 ans parce que je pense que dans 10 ans, on ne sait pas où on en sera. Dans 5 ans, peut-être. Dans 10 ans, dans le métavers. J'aimerais en tous les cas souhaiter à ces deux messieurs un avenir, qu'il soit académique ou privé, qu'il corresponde à ce qu'ils désirent. Moi, je vous remercie infiniment pour l'événement. Je vous remercie pour vos présentations. Je me réjouis de mettre ça en ligne parce que je pense que nombre de personnes qui ont peu ou pas de connaissances ou qui s'inquiètent ou qui ont peur en termes de confiance numérique de la blockchain, avec votre contenu, vous allez pouvoir, en tout cas, j'espère les rassurer et leur donner envie d'aller de l'avant avec effectivement ce concept. Mais toujours est-il que je vous remercie infiniment. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, c'est super. Je me réjouis de revoir l'enregistrement et de le mettre en ligne prochainement. Donc, je vous salue, que vous soyez en Suisse ou à l'étranger. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. On se reverra l'année prochaine pour d'autres sujets, voire le même. On verra bien, même lieu, même heure. Mais à bientôt. Bonne soirée et merci encore. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir à vous tous. Merci encore.